a généré déjà plus de 350 millions pour les clients qu'on a accompagnés. On prend entre 10 à 13 brands en simultané. Pour Q4, on target un revenu global de 26 millions d'euros. C'est assez facile en soi d'avoir un bon produit, une bonne marque, quelque chose sur lequel il y a un bon levier. Les fondateurs qui n'y arrivent pas, souvent, ce sont des fondateurs qui se focus sur des micro-détails, sur des micro-choses et qui n'arrivent pas à avoir le big picture. Ils n'arrivent pas à se dire, ok, là je vais peut-être investir à perte pendant 3 mois, mais parce que je sais que dans 6 mois ça va me ramener X. Nous on fait des meet-up avec des e-commerçants qui font plus de 25 millions. Pendant ces meet-up, rien tourne autour du micro. Et les discussions sont totalement différentes des discussions qu'on a avec des débutants ou intermédiaires. Ça va pas faire x10 son chiffre d'affaires s'il continue à faire ça. Il aimait gérer les finances au day-to-day, il aimait lancer les ads sur Meta Ads, mais c'est des choses qu'il doit déléguer pour libérer du temps et ensuite focus sur le système. J'ai remarqué que tous les erreurs de recrutement que j'ai fait, à contrario, toutes les bonnes personnes que j'ai fait, est-ce que toi tu fais ça aussi ou c'est une erreur? L'erreur fréquente, c'est de ne pas savoir qu'elle est et de ne pas vérifier. Et ça, je crois que 90% des gens sont pas au courant. Nouvel épisode podcast Master. Aujourd'hui, ça va être un épisode spécial. On a une invitée spéciale qu'on a déjà mentionnée à de nombreuses reprises dans plusieurs podcasts. Aujourd'hui, on va accueillir Sophia, la monstre de l'opérationnel, des recrutements, d'opérations. Bienvenue Sophia. Bonjour. Merci. Welcome. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter juste brièvement pour ceux qui ne te connaissent pas? Ouais. Donc, ravi d'être là. Donc, moi, j'ai plusieurs activités. J'ai une agence de growth, donc c'est une agence de performance dans laquelle on fait plusieurs choses. On accompagne des business e-commerce à scaler. En général, on a un framework où on les onboard quand ils ont déjà fait 3 à 5 millions annuels. Sur la première année, on les push à 12 millions. La deuxième, 23-24. Et là, en général, il y a 2 choix. Soit on fait internaliser l'entreprise avec les équipes et on les aide là-dessus. Soit on les aide à exit. Donc voilà, ça c'est le truc de base. On fait du paid media, social paid, influence marketing, creative stratégie, CRM un petit peu. Et on est aussi un brand studio puisqu'on a des marques en interne qu'on crée. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a des clients pour lesquels on fait de l'e-com, mais on sait aussi ce que c'est que de gérer une marque en interne puisqu'on en a. Et moi, je suis aussi consultante, accompagnatrice pour les fondateurs. Je les aide à se dégager de l'opérationnel et à retrouver leur temps et leur vraie valeur de fondateur parce qu'on sait à quel point on peut vite se retrouver un peu piégé dans tout, le management, les process, les opérations, etc. Voilà. Ouais, super. Ça, c'est un problème assez récurrent. Je pense que pour moi, Nico, en tout cas pour moi, c'est un gros problème. Je pense que la plupart des e-commerçants, même ceux qui regardent ce podcast, sont très forts en marketing. Mais au bout d'un moment, quand tu veux vraiment scaler à des dizaines de millions annuels, si t'es pas bon en opération, si tu sais pas recruter, si tu sais pas te reposer sur une équipe, c'est pas possible. Ouais, ou du moins, clair. tu vas mettre ta santé en péril. Ouais. Donc ce podcast va être vraiment très intéressant. Et en termes de chiffres, ton agence, ça représente quoi à peu près? Ouais. Alors, on a généré déjà plus de 350 millions pour les clients qu'on a accompagnés. À savoir qu'on prend entre 10 à 13 brands en simultané. Et là, j'ai regardé pour Q4 2025, on estime, on target un revenu global de 26 millions d'euros à générer pour nos marques là. Donc, on a du travail. Mais voilà un peu Pour vos marques ou les marques que vous accompagnez? Les marques qu'on accompagne. Okay, Ouais. magnifique. Ouais. C'est très intéressant, c'est vous avez aussi des marques internes. Ouais. Donc en fait, c'est pas comme la plupart des agences qui veulent, qui testent de multitudes de choses, qui prennent des centaines de clients et qui gaspillent leur budget, puis qui ont beaucoup de turnover. Vous, les clients restent très longtemps chez vous. Moi, j'ai travaillé aussi avec vous, je sais comment c'est à l'interne. Vous dépensez leur argent comme si c'était le vôtre. Vous avez vos propres marques, donc c'est très intéressant. C'est pour ça que tu es là. On est sur tes compétences, on est sur aussi des compétences de ton associé Fares, que je pense que ici pas mal de personnes connaissent, surtout à l'époque, qui était un peu plus présent, qui est lui plutôt dans le côté marketing. Donc on sait que les deux, vous faites une très bonne paire et il y aura beaucoup de value qu'on va partager aujourd'hui. Ouais, j'espère. Et juste pour rebondir sur ce que tu dis, c'est important pour nous, tu vois, d'avoir ce truc d'agence, de brand studio, parce que en fait, les agences maintenant, c'est des agences qui veulent faire du chiffre, donc ils vont te pousser au spend s'ils prennent des pourcentages de spend, ils vont te pousser au volume, etc. Et nous, vu qu'on sait ce que c'est que de gérer des marques, on a vraiment ce regard où on est un peu plus comme des partenaires de croissance, presque des associés parfois, auprès des clients qu'on a, et on donne beaucoup, et j'espère que je vais donner pas mal aujourd'hui aussi. Ok, on va commencer directement en donnant de la value. Vous qui accompagnez des marques qui font quand même plusieurs millions, déjà, à quoi ressemblent ces marques-là? S'il y a des choses qui se ressemblent pour que les gens qui regardent ce podcast qui se disent ok, à quoi doit ressembler ma marque, quels sont les critères des marques que tu vois, puis ensuite quels sont les critères des founders qui expliquent leur réussite? Alors c'est assez intéressant comme question. Quand on onboard une marque, en tout cas quand on dit oui à une marque, c'est en général pour 2 choses.
la partie produit en tant que telle. Donc, on a fait le choix de prendre des marques, plus trop de drop, etc. Mais il faut que le produit ait un market fit, il faut que les COGS soient raisonnables. En fait, il faut qu'il y ait déjà des leviers au niveau du produit, au niveau de la marge, des choses sur lesquelles on peut jouer. Et après, il y a le founder fit. Et là, c'est souvent là que ça coince parce que c'est assez facile en soi d'avoir un bon produit, une bonne marque, quelque chose sur lequel il y a un bon levier. Mais c'est dur d'avoir des fondateurs qui sont prêts à faire confiance, à lâcher un peu le contrôle. Et il y a un truc aussi que je remarque beaucoup, c'est que les fondateurs qui n'y arrivent pas, souvent, ce sont des fondateurs qui se focus sur des micro-détails, sur des micro-choses et qui n'arrivent pas à avoir le big picture. Qui n'arrivent pas à se dire, OK, là, je vais peut-être investir à perte pendant 3 mois, mais parce que je sais que dans 6 mois, ça va me ramener X. Et c'est ce genre de mentalité qui fait la différence pour nous. Et c'est en général là qu'on dit, OK, ça peut le faire ou bof, bof, quoi. Après, l'organisation, ça se fixe. Le management, pareil. Mais voilà les critères principaux, ouais. C'est Intéressant. beaucoup du mindset quand même. Ouais. Ouais. Mais au niveau du micro et macro, c'est quelque chose de très intéressant. C'est que nous, on fait des meet-up avec des e-commerçants qui font plus de 25 millions. Et un truc qu'on a remarqué avec Nico, c'est que pendant ces discussions-là, pendant ces meet-up, rien tourne autour du micro. En fait, le micro, c'est ce que discutent les débutants. C'est-à-dire, quand tu es débutant au commencement, bah, tu vas venir te poser toutes les questions sur OK, comment tu vas faire les retours, comment tu vas gérer la TVA, comment tu vas faire ça avant de te lancer. Les experts, eux, ils pensent de manière macro, ils pensent de manière écosystème, ils pensent long terme. Et les discussions sont totalement différentes que les discussions qu'on a avec des débutants ou intermédiaires. Donc, c'est vrai que c'est déjà la première grosse différence en fait entre les débutants et les experts. C'est qu'ils pensent long, ils pensent écosystème, ils pensent en levier et pas juste en une micro-chose. Ouais, bah après, c'est un peu le piège parce que quand tu commences ta brand, tes premiers résultats, ils viennent parce que tu fais les micro-choses, tu masters les créas, etc. Et tu fais attention que tout roule bien. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, il faut lâcher prise. J'étais en call avec une personne qui fait à peu près 300K de chiffre d'affaires par mois. Et sa contrainte, c'était j'ai ces choses-là que je fais tous les jours, que j'aime faire et que je continue à faire. Mais il sait au fond de lui que ça va pas faire x10 son chiffre d'affaires s'il continue à faire ça. Il aimait gérer les finances au day-to-day, il aimait lancer les ads sur Meta Ads, mais c'est des choses qu'il doit déléguer. Par exemple, Meta Ads, il faut un media buyer junior, il faut un media buyer pour libérer du temps et ensuite focus sur le système. Et je pense que c'est ce que les brands qui font un certain chiffre d'affaires, tu les apprends à processiser tout ça et c'est meilleur. Et c'est quoi, par exemple, il y a une brand qui fait 300K par mois, 500K par mois, c'est quoi le facteur commun de toutes ces brands quand elles viennent chez toi, le point numéro 1 sur lequel vous travaillez? Il y a un point que j'aimerais bien raconter avant qui fait écho à ce que tu dis. Il y a quelques temps, alors, donc, nous, on prend des marques qui ont déjà fait 3 à 5 millions et pour une raison, c'est parce qu'on a les process qu'on a, ils fit avec ça. Et en fait, justement, le rythme et l'activité complètement différentes selon les paliers. Et il y a quelques temps, on a voulu onboarder une marque qui était vraiment dans ses débuts, genre 80K mensuels, 60 à 80K mensuels. Et on s'est dit, bon, a priori, on scale des grosses marques, pourquoi pas faire celle-là? Et en fait, on s'est rendu compte que, alors, on aurait pu le faire, mais c'est plus du tout ce qui est un fit pour nous, parce qu'en fait, quand tu es en step 1, il faut juste être hyper rapide, hyper adaptable, toujours regarder, ajuster. Alors que quand tu as une marque qui a un peu plus de chiffres, etc., tu peux prendre le temps de prendre le temps, justement. Et tu acceptes de la lenteur dans les process, alors que ce n'est pas le cas du tout juste avant. 100%. Et cette lenteur dans les process, beaucoup de personnes veulent pas le commencer parce que tu perds du temps au début et du coup, c'est... Après, tu as des paliers, en fait. Il y a un truc quand même, c'est quand tu as une marque, que tu as ton PNL, faut quand même stick to the plan, tu vois. Et pas se laisser embourber dans des chichis, des trucs de peut-être mon MER, il peut increase de 5%. En fait, on s'en fout globalement sur l'année. Il y a quand même un ratio à faire entre ce qui est important en termes de micro versus macro. Enfin, ouais. Moi, je rebondis un peu sur la question de Nico. Ok, là, vous onboardez une marque qui fait 2-3 millions l'année. Qu'est-ce que vous allez implémenter, ce que tu peux nous partager ici, pour la faire scaler? Ouais. Première chose, on va regarder les chiffres. Finance toujours, et on va voir ce qui est OK, de ce qui est optimisable, tant au niveau des COGS qu'au niveau des OPEX, etc. Premièrement, on analyse les chiffres. Ça, c'est quelque chose que les gens, je sais, ne font pas. C'est quelque chose que je ne faisais pas. Mais premièrement, vous analysez tous les chiffres. Ouais, okay. On analyse les chiffres. Donc, on va regarder quel est le pourcentage de COGS, quel est le pourcentage de dépenses opérationnelles, donc le pourcentage du staff, des bureaux, etc. Et en nous basant là-dessus, on va aussi pouvoir définir quel type de budget on peut allouer. Et des fois, on voit qu'il y a des mecs qui ont des COGS qui sont beaucoup trop hauts. Dans ce cas, on va dire, est-ce que c'est possible pour vous d'optimiser? Sinon, ça va être compliqué pour nous de bosser ensemble. Ou alors, si on peut l'optimiser, c'est top.
Et là où il y a souvent un souci, c'est au niveau des OPEX, parce que plus tu grandis, plus tu as envie de recruter des gens, plus tu as envie de faire ceci, cela. Et nous, on leur dit, non, en fait, il faut maîtriser 12%, par exemple. Voilà, en fait, on va faire ce travail-là avec eux. 12% du revenu ou du bénéfice? Ok. C'est vrai que je pense qu'il y a une énorme différence entre les marques, les Américains et les Français. Je m'explique. Pour beaucoup de francophones qui font du dropshipping ou qui ont fait du dropshipping avant, ils ont des COGS à néant. Des fois, ils sont seuls, ils ont juste les SAV. Donc, pour eux, ils n'ont pas cette notion COGS. Et à l'inverse, les Américains que je côtoie, eux, ils ont des COGS énormes parce qu'en fait, ils recrutent direct des directeurs marketing, head of performance, etc. Ils ont vite des grosses équipes. Et je pense qu'il y a entre les deux qu'on doit avoir. Mais justement, ok, c'est ça que je voulais avoir, c'est les métriques. Quelles sont les métriques saines de OPEX pour une brand? Entre, allez, je vais dire 10 à 15% d'OPEX. C'est vraiment bien. 16, ça commence à être un peu beaucoup. Au-dessus, on évite. Voilà. Ok. Ouais. Super. Et en termes de COGS ou autre En termes de COGS, faut une marge assez saine, au moins 60. C'est pas mal, quoi. Ouais. Ça fait sens avec vous ou pas? Ouais, ça fait sens. Ouais. Et quoi d'autre, du coup, quand une brand vous rejoint après ces chiffres? Donc ça nous permet de faire le PNL, on fait le forecast, on dit OK, en nous basant là-dessus, voilà ce qu'on peut estimer comme revenu sur toute l'année. On va le lisser, on va faire les budgets marketing. Et quand vous faites le forecasting et qu'une brand, par exemple, rentre chez vous avec une offre A, est-ce que le forecasting, c'est tout le temps avec la même offre ou vous brainstormez aussi sur avoir une meilleure offre pour avoir un meilleur AOV pour être beaucoup plus rentable et faire un forecasting aussi sur une autre offre? Complètement. En gros, on va faire un pré-forecast avec juste des datas basiques qu'on a et après, on va l'ajuster au niveau du calendrier de lancement de produits, des offres, des bundles, etc. Et ça change. En fait, le forecast qu'on fait, il sera pas réel. On va pas promettre qu'on fera X millions. On va dire à peu près ça et après, on l'ajuste de mois en mois avec le daily pacing, donc notre tracker quotidien de data et les offres en cours, les ajustements. Ok. Qu'est-ce qu'il faut traquer de manière dans le daily pacing? Qu'est-ce qui est important à traquer? Toutes les métriques marketing que tu connais, target versus réel sur tous les canaux. Ok, donc le premier truc, c'est de faire un forecast. Ouais. Donc, la plupart je pense, des gens qui regardent ce podcast, pour beaucoup, ne font pas de forecast, moi y compris. C'est-à-dire juste de planifier combien est-ce qu'on pense scaler. Donc ça, c'est la première des choses. Donc, première des choses, tu fais ton PNL, tu rentres tes datas financières, tu rentres tes COGS, tu rentres tes OPEX, tu rentres tes budgets marketing déjà dépensés sur les mois d'avant. Donc là, tu as tes chiffres. Tu regardes s'il y a des optimisations à faire. Par exemple, si tu as eu 50% de dépenses marketing et que tu n'avais que de la performance, c'est peut-être beaucoup. Donc, on va voir si tu peux le baisser ou si tu as de la notoriété, tu mets de la notoriété. Une fois que tu as ces datas-là, tu dis, OK, en me basant là-dessus, quel forecast de croissance je vais pouvoir me mettre en respectant mes marges COGS et en essayant potentiellement de faire baisser mes OPEX. Donc, ça me donnera X budget marketing et après, tu découles comme ça. Et ça, c'est vraiment une vision macro. Tu dis, OK, mon business, il est là. Il faut que j'optimise ça, que je monte ça, que je budgétise ça. J'ai le droit de dépasser tel budget, mais pas celui-là, etc. OK. Et ensuite, quelles sont les autres métriques à regarder dans chaque jour? Après, c'est les performances marketing de base, quoi. MER, spend, CAC, COS, tous ces trucs-là, quoi. Ouais. OK. Donc, ouais, la première étape importante, c'est bien maîtriser ses chiffres. Ouais. Parce qu'en fait, moi, j'ai l'impression que plus on évolue dans le business, plus c'est un jeu de chiffres, en fait. C'est qu'il faut juste regarder où c'est que ça va pas au niveau chiffres, optimiser selon les chiffres avec d'autres équations pour optimiser les chiffres. Au final, c'est un jeu de maths et cash flow. Ouais. Cash flow, surtout. Ouais, que des chiffres. Surtout. En fait, pour des marques, surtout. Ouais. Voilà. Il y a deux trucs. Quand on bosse avec des marques, on a le PNL dont je vous parle là, qu'on appelle Contribution Margin, et on a aussi la gestion du cash flow avec le BFR. Et c'est ça qui va nous permettre de savoir si on va pouvoir allouer le budget marketing qu'on veut, si on va pouvoir jouer avec tout ça, et aussi à quel point le business est sain, parce que tu peux faire des super chiffres, mais si tu n'as pas de cash, tu n'as plus de stock. Enfin, voilà, c'est la loupe qu'on connaît tristement. Et du coup, au niveau du cash flow, est-ce qu'on peut partager de la master value sur le cash flow? Comment le maîtriser? Comment le calculer? Ouais. Les erreurs fréquentes, etc. Carrément. Est-ce qu'on peut déjà commencer par les erreurs fréquentes? Erreur fréquente, c'est de ne pas savoir, en fait, tout simplement, quel est son cash flow et de ne pas vérifier. Et ça, je crois que 90% des gens ne sont pas au courant. Tu fais ton cash flow, toi? Depuis que j'ai commencé l'abonnement, ouais. Mais avant, non, pas forcément. Moi, j'ai pas honte de le dire que chez nous, c'était le néant. Qu'on essayait, mais on maîtrisait pas, ou c'était un cash flow approximatif et on a fait plein d'erreurs. Ouais. Donc, je pense que la première erreur, c'est de pas savoir son cash flow. C'est ça. Et c'est l'erreur de tout le monde. Et en fait, pas savoir. Donc, première erreur, tu sais pas. Deuxième erreur, tu fais confiance et tu vérifies pas.
on Mhm. connaît. Donc tu payes des trucs, tu vérifies pas pourquoi tu les payes, voilà. C'est la deuxième erreur. Et troisième erreur, pas le mettre sur papier et commencer ta planification. Enfin, c'est juste des manquements, en fait, tu vois, au niveau des erreurs qui sont faites. Et maintenant, alors comment le faire? Et ben, tu regardes toutes tes dépenses. Ça va être un peu chiant au début si tu l'as jamais fait. Tu regardes toutes tes dépenses, tu récupères toutes les factures qui sont relatives aux dépenses. Moi, je paye des gens pour faire ça, hein, des boîtes de finances, parce que c'est quand même un travail qui est un peu relou. Tu fais ce check-là, tu rentres toutes tes datas et tu regardes, OK, je reçois ma facture début de mois, quand est-ce que tu la payes, quand est-ce que les gens te demandent de la payer, tu notes absolument tout pour tous tes prestats. Et après, tu vois ce qui est négociable. Mais juste avant ça, alors attends, donc, machin, tu mets tes factures. OK. Une fois que tu as tes factures, que tu sais quand est-ce que tu la reçois versus quand tu dois la payer, tu as noté tout ça, tu prends un tableau. Dans ton tableau, quand tu l'as jamais fait, tu fais semaine par semaine. En gros, tu as un tableau avec donc semaine 1, 2, 3, 4, les revenus, les dépenses. Et tu vas rentrer sur chaque semaine combien de revenus tu vas avoir, combien de revenus tu as eu et quand est-ce que tu as dépensé quoi. Et en fait, tu vas voir ton cash flow découler. Tu vas voir que, je sais pas, semaine 1, tu as dépensé 80% de ton cash, semaine 2, rien, semaine 3, rien, semaine 4, 60%. Et en fait, c'est en voyant tout ça que tu dis, mais en fait, il y a un problème, je peux pas payer tout mon staff la semaine 1 alors que je reçois ma thune la semaine 2. Ou alors que je fais plus ou moins de chiffres en début de mois. Enfin voilà, c'est des ajustements comme ça à faire. Mhm. Est-ce que par exemple avec les boutiques, je pense que vous travaillez avec des marques qui ont du revenu récurrent aussi. Est-ce que c'est à ce moment-là aussi que tu viens mettre les projections, les revenus qui vont apparaître sur ce fichier aussi? Ouais, tu peux les mettre. Après, justement, c'est assez prévisible. En fait, en te basant sur le PNL et le forecast, tu es capable de rentrer dans ton cash flow Ok. à peu près combien tu auras par mois. Quoi. Et par Ok. semaine aussi, tu peux le découper. Ouais, j'avais vu ce fichier que tu avais partagé sur un de nos groupes. C'était au moment où je commençais les produits avec abonnement. Et donc, c'est game changer parce que on peut planifier quand on paye qui et ça, c'est ça. top. On a un client là qui n'avait jamais fait cet exercice et en fait, il n'avait jamais de sous sur son compte alors que le mec, il fait 12 millions à l'année, tu vois. Et dommage. Et en fait, on a juste repositionné certains paiements, négocié des lignes de crédit, négocié avec des fournisseurs pour des 90 jours après réception facture. Et en fait, le mec, il a 1 million sur son compte maintenant en cash, tu vois, en 2 mois. Juste, qu'est-ce que vous avez fait justement? C'est intéressant. On a posé la data, on a vu les factures, on a vu où étaient les sorties de cash, on a vu ce qu'il y avait à optimiser, ce qu'il y avait à renégocier, et c'est tout. Et tu as le droit de nous dire de manière concrète, c'est quoi avec les suppliers qu'on a pu augmenter, avec Meta? C'est ça, donc supplier payment term, donc au lieu de payer à 30 jours, peut-être négocier à 90. Tous tes prestats, tu les payes à 30 jours fin de mois, ligne de crédit sur diverses plateformes, et à peu près tout, quoi. Ok, ouais, intéressant. C'est vrai que nous, dès qu'on avait travaillé avec Applovin et qu'on pouvait payer 30 jours après, on a vite vu au niveau de notre cash flow que... Même, en fait, tu reçois la facture après 30 jours, mais tu as 30 jours pour la Ouais. payer. Ouais. Donc, En C'est fait, ça. au niveau cash flow, ça nous rajoutait 1 million sur le compte. Bah ouais, Facile. c'est Si on ça. dépensait 500K. Et tu vois le levier que tu as avec 1 million Ouais. sur ton compte, c'est trop bien. Ouais. Et là, dommage, ils ont arrêté. Ah. Ils ont mis les cartes de crédit, mais maintenant on a du cashback. Donc Bon. C'est aussi sympa. Il y a plein d'outils qui existent, de trucs de financing, etc. Je trouve qu'on a souvent peur d'investir, surtout en tant que Français. On a souvent peur du crédit, des financing, mais au bout d'un moment, quand on voit le levier, ce que ça peut te rapporter en Mhm. termes de cash après... Surtout si c'est pour du cash sûr, comme des stocks, Bah par ouais. exemple. C'est ça. Mais premièrement, il faut maîtriser les chiffres. Faut les connaître, Ouais. surtout les connaître. et pour connaître ces chiffres et faire ses finances, est-ce que vous utilisez des tools genre par exemple comme Iris Finance ou juste Excel Ouais, nous, Excel. Ok. Parce que, en fait, j'aime bien bidouiller comme je le veux et avoir mon truc custom made, quoi. Donc, donc ouais. Magnifique. Et tu avais dit que tu prenais des personnes aux US pour t'aider à faire ça. C'est quoi exactement genre l'intitulé des postes d'une personne qui fait ça? C'est une boîte française où en gros il y a 4 personnes qui me sont allouées par mois. Une qui est une CFO part-time que je peux consulter si je veux avoir des trucs relatifs aux taxes ou whatever. Et une fille qui fait de la data entry. Donc elle va aller chercher toutes les factures, elle me les envoie pour approval. Et 2 autres qui font des reports et analyses et les cash flows. Et elles peuvent bosser pour les brands US aussi. Ouais. Ok. Magnifique. Ouais. Ton conseil pour les personnes qui ont besoin d'une personne comme ça ou qui ont besoin de faire ce job de mieux gérer ses finances, est-ce que ils doivent apprendre eux-mêmes et ensuite le faire ou directement ils peuvent prendre une personne comme celle que tu prends? Je recommande quand même de commencer soi-même. Comme tout d'ailleurs au niveau de l'opération, quoi. Tu commences toi-même, au moins tu comprends les bases et après tu peux déléguer.
mais Ok. d'abord comprendre. Ouais. Magnifique. Et pour ce poste, je pense qu'on va parler après de recrutement. Donc, On va parler après. Donc là, j'aime bien aller dans l'ordre. Je sais que ceux qui regardent, ils aiment bien qu'on aille dans l'ordre. Comme ça, en fait, tout est clair. En fait, on leur donne le process. Et ouais, c'est plus un tutoriel que des podcasts qu'on donne. là, on était justement sur les prêts. Là, on était sur les prêts. Donc voilà, qu'est-ce qu'on pourrait offrir comme solution si des gens ont des problèmes de cash flow? Voir tout ce qu'il y a à optimiser. Vraiment, Ok, admettons qu'on a un problème de cash flow, ok? Temporaire, voilà, pour le Q4. Je sais que pour le Q4, il y a souvent des problèmes de cash flow. Qu'est-ce qu'on peut faire? vraiment aller gratter tout ce que tu peux gratter. Mhm. Il n'y a pas de... Premier supplier. Ouais, premier supplier, mais tout le monde en fait. Mm. Même tes vidéo-éditeurs, même absolument tout le monde en fait, tout gratter quoi. Mm. Parce que là, on est sur la petite bille qui devient un gros sac plein de cash quoi. Mhm. Typiquement, en parlant des vidéo éditeurs, du coup, ceux avec qui on bosse, j'avais toujours entendu qu'ils aimaient bien être payés, en tout cas à l'heure, mais surtout, ils aimaient bien être payés pour commencer à bien bosser. Tu veux dire, tu les payes en début de mission? Ils soient sûrs d'être bien payés. C'est quoi le process? Tu payes à la fin du premier mois après 30 jours? Mhm. Ok. C'est toi et ta décision et comment tu le communiques. Si tu décides que pour ton cash flow, c'est pas possible de payer tes mecs tous les 5 du mois, tu dis hello, et ben écoute, super taf et tout. Si c'est ok pour toi, je te paye tous les 2 mois. Ou je te mets, je sais pas, 50% mois 1, le reste, enfin voilà. C'est à toi d'être au clair sur ta communication et tes décisions là-dessus. Et après, en termes de, par exemple, Shopify, je sais qu'aux US, il y a Shopify Capital où on peut récupérer des sommes de prêt. C'est quoi les recommandations et les endroits où tu penses qu'on peut avoir les meilleurs prêts en e-com si on a besoin de faire de prêts pour scaler ou autre? Alors, il me semble, parce que ça, c'est quand même nos clients qui le font de leur côté, mais il me semble qu'il y a pas mal d'outils style Silver, S-I-L-V-R, où il y a quoi? Il y a Silver, il y a Molly, il y a tous ces trucs-là qui donnent un peu de capital. Molly, MO2LIE, je crois. Ouais. le PSP? Ouais, ok. Ouais. Et après, il faut aller gratter. Par exemple, je sais que sur Conto, nous on est sur Conto, t'as un onglet qui s'appelle Financing. Et dedans, t'as toutes les solutions de financing qui te sont pré-proposées par rapport au niveau de ton business. Donc tu peux aller regarder là-dessus et aller gratter tout ce que tu peux. Hein. Shopify Capital, c'est des voleurs. Ils prennent énormément de pourcentage. Énormément, et sur le chiffre d'affaires. Je crois que moi, j'ai regardé. Là, ils peuvent nous prêter pour le Q4 3 millions. 15%, je crois. Tu payes entre 10 et 15% du revenu. Non, en fait, je crois que justement, ça te paye. Ils te prennent sur le chiffre d'affaires, mais c'est juste pour payer. Par exemple, ils te proposent 7%. Tu vas payer 7% maximum, mais sur tout le chiffre d'affaires, ils prennent pour récupérer le prêt. Ouais, C'est ça. je crois que c'est ça, mais je crois que le pourcentage qu'ils prennent, élevé, il est très élevé. Ouais. Ouais. Mais Slash aussi, Ça, c'est 10% ou je sais pas. Ouais. C'est Moi, énorme. à l'époque, nous, quand on avait des problèmes durant le Q4, j'avais pris à des amis. Simplement, c'est le mieux. Ouais, sans intérêt, sans rien. Ouais, Ouais. sans ça. Après, Bonus. Oui. Ouais. C'était ouais, sympa. voilà. Ensuite, donc, qu'est-ce que vous implémentez d'autre pour les faire scaler? Donc, en premier lieu, vous regardez tous les chiffres, vous optimisez, etc. Mhm. Et ensuite, c'est quoi que vous allez... Ouais, donc après le PNL, on passe au strat marketing et on lance, quoi. On commence à exécuter. Voilà. Et vous avez... À quoi ressemble votre équipe? On est entre 30 et 40, dépendant des moments, des périodes, etc. En Ok. remote. Et tous des bons players. Tous des bons players. Oui, des Ok. très bons players. Après, des players avec des attentes différentes. Très bons players manager, très bons players exécutants, très bons players assistants. Voilà. Donc, tu as recruté une équipe de 30 à 40 à players, techniquement, c'est ça. Que j'estime comme tel, ouais. Et comment tu as fait? Ouf. Question large, comment je réponds à ça? Voilà, maintenant, si tu devais recruter une personne rapidement, Ouais. si tu devais recruter un A-player rapidement, qu'est-ce que tu ferais? C'est quoi ton process? Alors, pour le recrutement d'un A-player, en fait, ce dont je me rends compte, et je pense que beaucoup de gens le disent, mais c'est que c'est vrai, c'est que pour moi, on recrute d'abord sur la personne, ce qu'elle veut, son envie, son implication, et après, on regarde les skills. Et ça va dépendre de si je veux un manager, donc si je veux quelqu'un qui va gérer des équipes, de si je veux un exécutant. En fait, il faut d'abord que je sois au clair exactement avec ce que je veux, et surtout avec la vision que j'ai de cette personne dans 6 mois ou 1 an. En fait, quand je recrute quelqu'un, je recrute pas quelqu'un pour aujourd'hui, je le recrute pour dans 6 mois, pour dans 1 an. Et ça me permet de voir sur quel levier il faut vraiment que je fasse attention pendant le recrutement, sur quel levier je suis OK de dire il n'est pas encore parfait, mais on va le faire grandir. Et voilà, c'est principalement ça que je fais pour commencer. Donc, en premier lieu, tu fais une scorecard. C'est ça la première tâche que tu fais? Je fais la job description. Et sur la job description, donc c'est ce qu'on va publier en ligne,
je rajoute aussi une section ce que tu feras dans 3 mois, ce que tu feras dans 6 mois, ce que tu feras dans 1 an. Et ça permet à absolument tout le monde d'être aligné sur ça. Et c'est souvent là que le recrutement, je trouve, c'est compliqué. C'est que tu as un besoin là que tu veux remplir tout de suite, mais en fait, ton besoin là, il va pas grandir avec ton business. Donc, il faut déjà implémenter la vision que tu as sur la personne. Très Et intéressant. ça, c'est le point numéro 1. Ok, donc tu fais job description, puis ensuite, c'est quoi les next steps? Donc, job description. Après, tu fais la scorecard. La scorecard, c'est la fiche d'évaluation des candidats. Et nous, on est un peu des tarés là-dessus, mais parce qu'on sait à quel point c'est important. On a une scorecard qui est hyper précise, où on va noter toutes les qualifications qu'on veut, techniques ou au niveau de la personnalité. Et on va mettre un coefficient qui va dire est-ce que c'est quelque chose qui est changeable ou pas. Par exemple, on va mettre organisation, quelqu'un d'organisé. Et on va mettre à côté la note C, A, B, C, parce que C, c'est pas quelque chose qui peut être modifié chez quelqu'un. A priori, quelqu'un qui est mal organisé, il sera toute sa vie mal organisé. Et ceux qui sont mal Je organisés suis qui regardent ce désolée, non. podcast, voilà, enfin, arrêtez le business. ouais. Non, ou entourez-vous de personnes qui le sont. Ouais. Tu vois, Non, par moi, contre, c'est j'étais ça. pas bien organisé. Mais en Et fait, maintenant, les gens pensent que je suis bien organisé mais c'est ça. Et dans en le vrai, business. mais c'est un peu le hack. Hein. En vrai, Ouais. quand t'es mal organisé, tu t'entoures de personnes qui le sont bien et les gens pensent que tu l'es. Hein. Ouais. Et c'est tout, quoi. C'est Ouais. ça sont tes faiblesses pour les combler, quoi. T'es d'accord? 100%. Mais 100% est-ce qu'on peut rassurer ceux qui regardent, est-ce que les gens qui sont pas bien organisés peuvent devenir organisés? Bien sûr. C'est juste que quand on veut recruter une personne, Mm. ça va prendre du temps. En fait, c'est pas que quelqu'un de mal organisé sera toute sa vie mal organisé. Je pense qu'il y a des gens qui n'aiment pas l'organisation. Et il faut juste qu'ils sachent s'entourer et avoir les systèmes qui leur permettent de. Parce que ouais, enfin, c'est tout. Bon, ouais. Mais c'est vrai que pour recruter quelqu'un dans une entreprise, s'il n'est pas organisé, c'est très C'est compliqué. C'est compliqué. Quand tu travailles en équipe, c'est compliqué. Ouais. Pour moi, les personnes mal organisées, par chance, c'est plutôt. Enfin, celles qui peuvent se permettre d'être mal organisées, c'est les fondateurs. Et voilà. Ouais. Et c'est souvent le cas, en vrai. Hein. Souvent, Ouais. les fondateurs, c'est chaud, quoi. Quoi d'autre sur cette scorecard? Donc, ouais, tu as la scorecard avec les coefficients. Et après, on va noter toutes les questions qu'on va poser pendant les entretiens. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va noter donc, la question. Et à côté, on va noter ce qu'on attend comme bonne réponse versus ce qu'on attend comme mauvaise réponse. C'est ultra important, ça. Hyper important parce que la personne qui va faire l'interview, peut-être que pour elle, A, c'est la bonne réponse alors que pour moi, c'est B. Donc, au moins, tu es aligné. Et aussi, ça permet de beaucoup plus pouvoir faire de volume en termes de recrutement parce que tu peux même avoir des assistants qui le font puisqu'a priori, tu as juste une ligne rouge à suivre. Quoi. Et au niveau des questions, c'est spécifique à chaque poste? Genre le nombre de questions ou c'est à chaque fois genre 10 environ ou... Ouais, on a un nombre spécifique. Par contre, chaque question est vraiment... Oui, ça voilà. évident. Mais... ok. Le but, c'est de cerner la personne si elle va pouvoir fitter dans le poste. Ouais. C'est juste ça, de voir ça. au niveau de ses capacités, son mindset et ses skills. Ouais. Le premier entretien, c'est toujours le culture fit, comme on l'appelle. Donc, voir si cette personne peut fonctionner au sein de l'équipe. Voir s'il y a une cohésion, voir si elle est team player, voir si elle est plutôt... Enfin, comment elle est en fait en termes de personnalité. Parce que ça, c'est ma recruteuse, ma RH, qui fait ça. Et après, on passera les candidats au manager pour la partie technique. Mais d'abord, c'est élimination au niveau mindset. Est-ce que toi, tu fais toujours les calls avec les candidats? Non, plus du tout. Plus aucun call? Non. C'est-à-dire que tu peux recruter une personne sans que toi, tu valides? Ouais, non. Alors après, je vais valider les postes très importants. Et je vais faire le dernier entretien avec les postes très importants. Mais sinon, je fais confiance. Et j'ai tout qui est record. Donc, je peux absolument tout voir, tout scouter. Donc, donc ouais. Parce que moi, il y a un truc que j'ai changé. Et je sais pas si tu valides ou pas. Mais maintenant, je fais au niveau du feeling aussi. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que tous les erreurs de recrutement que j'ai fait, et à contrario, toutes les bonnes personnes que j'ai fait, en fait, sur les premières minutes à laquelle j'ai vu la personne, je sentais ou pas. Et je me suis pas trompé. Donc maintenant, au bout de 2 minutes, je sais directement si la personne a du potentiel ou pas. Je peux pas dire elle est forte juste en 2 minutes, mais je sens déjà c'est une compatibilité avec moi et le business. Est-ce que toi, tu fais ça aussi ou c'est une erreur? Je pense que ce dont tu parles, toi, c'est pas du feeling, c'est plutôt de l'expérience. Je pense que tu peux appeler ça feeling quand tu commences à recruter que tu n'as jamais fait. Voilà, là. Mais toi, je pense que ce que tu appelles feeling, c'est qu'en fait, tu arrives à maintenant cerner ce que tu veux et ce que tu veux pas. Ouais, en fait, c'est plutôt au niveau de la personne. Je vois si elle a confiance en elle, si elle a de l'expérience, si ce qu'elle dit est vrai ou pas. Ouais. Et avec juste des questions, tu vois si elle est solide ou pas. Ouais, et ça, tu le vois par expérience parce que tu as eu des points de comparaison avec d'autres. Ouais, je pense. Donc, c'est plutôt ça, en fait, ouais. Et moi, c'est pareil. Tu vois, maintenant, quand je vois une vidéo, je lance 3 minutes et je fais non. Ouais. Oui, tu vois direct. En fait, on a tellement vu des gens que c'est assez... Enfin, les gens sont assez transparents, finalement. Et les postes importants, tu as un exemple de quels sont les postes importants pour les personnes qui veulent pas faire tous les calls, mais faire les calls juste importants, du coup? Ouais. Je recommande tous les
postes qui ont des grandes responsabilités. Donc, chez nous, c'est les performance managers ou alors ce qu'on va appeler des senior media buyers, ceux qui vont vraiment gérer tout ça, qui gèrent les budgets. Créatif stratégiste, je pense que c'est important de regarder quand on a eu du mal à en recruter, ce qui est souvent le cas. Et finance. Ouais. Créatif stratégiste, c'est quand même un poste assez compliqué. Ah ouais. Moi, je sais, parce que c'est le domaine où c'est que j'ai le plus d'expertise, je pense, dans le business. C'est que j'adore. Et c'est une galère pour moi de les recruter. C'est une galère pour moi de les manager. Parce que même les très, très bons, ils ont des fois un mauvais mindset. C'est qu'ils pensent tout savoir. Et ils ne veulent pas suivre les process. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes expériences avec les créatifs stratégistes? Ouais, c'est compliqué, les créatifs stratégistes, parce que, en fait, nous, ce qu'on s'est dit, c'était qu'en fait, on voulait plus de créatifs, mais on voulait des stratégistes. Et on va d'abord prendre des gars qui sont des bons marketeurs, qui ont la notion de la data, de la performance, et qui ont une once de créativité. Et c'est souvent ça, je trouve, le point sur lequel les gens se trompent, c'est qu'ils veulent d'abord des créatifs, et après, ils veulent plugger les data. Alors qu'en fait, un créatif stratégiste, tu veux qu'il a des KPI, tu vois, de performance. Il faut qu'ils comprennent ça avant toute chose. Et en plus, souvent, les créatifs, si tu leur plugues de la performance, ils sont frustrés, ils n'aiment pas ça, parce qu'ils aiment faire des trucs jolis, quoi que ce soit, tu vois. Donc c'est un peu ça qui nous permet d'y arriver. Et depuis qu'on fait ça, ça marche mieux. On va prendre, pour donner un peu plus d'exemples là-dessus, on va pouvoir prendre des media buyers qu'on va switcher en créatif stratégiste. On va pouvoir prendre même des e-commerce managers, des marketing assistants, tous ces gens qui ont fait du marketing. Et après, on leur plug la créa, quoi. Donc, dans vos posts, par exemple, vous postez sur LinkedIn un job post, vous mettez quand même créatif stratégiste, mais après, vous filtrez par ce que tu viens de dire. Ouais. Ok. Mais est-ce que vous évitez tous les créatifs stratégistes ou... Non, on va regarder, mais il n'y en a pas beaucoup, des créatifs stratégistes. En vrai, qui postulent des vrais créatifs stratégistes. Souvent, les gens, ils disent créatif strat, mais en fait, ils font jouer des vidéos, quoi. Ouais. Tu vois. Ouais. Tout le monde se dit créatif. C'est ça. Ouais. Donc, Ils étaient UGC content créateurs, créatifs stratégistes, parce que maintenant, ils ont fait tellement de vidéos de eux qu'ils sont créatifs stratégistes. Exactement. D'ailleurs, un truc, par contre, qui est vachement bien pour des marques, si elles peuvent se le permettre, enfin, c'est pas en termes de chiffres, mais c'est d'avoir un mec ou quelqu'un qui est à fond dans l'UGC, qui aime bien la data et que tu prends in-house avec toi et que tu as avec toi pour faire tes contenus et compagnie. Moi, je sais qu'on a pas mal de marques, tous les contenus founder-led, donc où tu as le fondateur qui fait les trucs, quoi. C'est vachement tourné en interne avec leur UGC créateur, qui sont un peu des créatifs strat, et du coup, ils font un truc ensemble là-dessus, quoi. Donc, ce poste-là, c'est lui qui tourne ou il fait tourner le founder? Tout. Ah, ok. Ouais. Ok. Nous, on a un créatif production assistant, c'est un peu ce poste-là, tu vois, qui gère de recruter les contenus, de tourner, etc. C'est ce poste-là. Ouais. Ok. Ouais, c'est ça. Et en fait, quand tu as la personne qui bosse de manière hyper rapprochée en physique, c'est même mieux avec toi. Toi, tu peux lui insuffler tous tes trucs de performance, lui donner envie, lui faire comprendre les enjeux, et là, ça peut se nourrir. En remote, c'est beaucoup plus dur. Ouais, en remote, c'est compliqué. Ouais, j'ai hâte de faire ça, parce que là, dans 2 mois, j'ai les bureaux. Ouais. Ici, là, ça va être magnifique. Tu vas prendre une équipe in-house? On aura des gens in-house. Ouais. Tu vas prendre qui comme staff? Là, on a développeur full-time, on aura expert IA, executive assistant. J'aimerais bien recruter quelqu'un qui fait exactement ce que tu viens de dire. Et ensuite... J'aimerais bien que tu viennes dans les Pour le moment, c'est juste ça. Mais ensuite... Ça change la donne. Je pense que le remote... Ah oui, un vidéo éditeur aussi full-time. Okay, ouais. Mais j'ai pas l'impression que ça va aider à 100% vu qu'il travaille très bien déjà où il est. Je sais pas ce que t'en penses d'ailleurs. C'est game changer. Ouais. C'est genre, game mais changer. vidéo éditeur. Tous les postes, c'est game changer. Surtout les postes créatifs. Ouais. Ok. Ouais. Tu les as avec toi, ils sont hyper drivés. Je pense que les remotes, franchement, ça a une limite. Hein. Ouais. Ça me fait mal, hein, mais ouais. Et même, tu doutes de leur confiance. Là, il y en a une qui travaillait bien et on leur avait, la petite histoire, on leur avait dit l'année passée, pendant le Q4, on a eu des gens qui prenaient des vacances le week-end du Black Friday, le week-end avant. Oh là. Donc là, ça s'était très mal passé, il n'y avait rien qui était prêt à temps et tout. Toi, tu n'étais pas là où tes équipes le savaient. Là, donc, cette année, j'ai anticipé, j'ai dit si jamais pas de vacances et rien durant le week-end du Black Friday, durant octobre jusqu'à décembre, s'il y a des choses, il faut me dire à l'avance. On a eu comme nouvelle il y a une semaine, Fabio, que tu connais, opérationnel manager, il me dit ouais, si jamais, je ne vais pas dire son nom, qui travaille pour nous, elle ne sera pas là la semaine prochaine ou dans 10 jours ou dans 2 semaines parce qu'elle est enceinte et elle va accoucher. Et tu n'étais pas au courant? J'étais pas au courant du tout. Et par contre, c'est bon, elle a dit qu'elle sera disponible 48 heures plus tard. Bah. J'ai dit,
Alors, pour la petite histoire, je vais pas faire trop long, mais j'ai discuté avec elle. Elle me dit non, mais c'est bon, je dois rester en clinique seulement 24 heures. Je dis, humainement. T'as un enfant. Humainement. J'ai dit humainement, non. Et elle me dit oui, c'est bon. Je dis mais on te paye. Ah, d'accord, ok. Bah oui, non. Ouais, C'est fou. Mais par contre, elle avait peur d'être off, tu Bah, veux dire? ouais, je sais pas. Alors moi, j'ai soupçonné, parce qu'elle m'a dit c'est bon, je mettrai quelqu'un. Moi, je me suis dit ok, peut-être qu'elle me dit ça, parce que derrière, elle sous-traite. Tu vois? Puis en fait, vraiment, elle accouche, mais elle sera pas disponible, et puis elle sous-traite. Il y a d'autres gens qui Parce vont qu'elle m'a dit faire ça. c'est bon, il y a quelqu'un qui fera mon travail. Donc là, j'ai dit non, c'est bon. Mais quelqu'un, c'est qui? Voilà, exactement. Ok, ouais. Mais- C'est quel poste? Assistant media buying. Pas Ok. un poste important. Non, elle fait juste les lancements. Ah, créa. ok, d'accord, ça marche. Donc ça, c'est très facilement remplaçable. Et en gros, tu vois, on travaille un peu sous ton process, tu sais, avec des dashboards Asana, où c'est qu'on a les tâches de chacun. Et là, elle peut pas faire. Ok, simplement, je transfère ces tâches sur un nouveau dashboard d'une autre personne. Elle a exactement le process dedans. Et elle va superviser elle. Et en même temps, elle va faire des looms pour que je puisse voir qu'elle lui transmet les bonnes infos. Parce qu'on a eu des gros problèmes avec les créatifs stratégistes, c'est que nous, on avait fait un process pour les créatifs stratégistes. Eux, ils étaient censés suivre. Au départ, ils suivaient, tout était bon. Ensuite, on a eu un créatif assistant. Lui supervisait le créatif assistant. Et en fait, il lui apprenait les mauvaises choses, il lui donnait des mauvais trucs. Et en fait, rien n'allait dans la partie créative parce que le créatif stratégiste ne suivait plus les process. Et ça, c'est quelque chose de récurrent, en fait, que les personnes au départ font les process, et puis après, d'un moment, ça, elles le font plus. Donc ça, tu es obligé d'avoir une personne qui fait la police au day-to-day. Alors, il y a quand même une notion qui est importante ici, c'est si les gens suivent pas les process, souvent c'est parce que soit le process est trop lourd, ou soit parce qu'ils comprennent pas pourquoi c'est important et pourquoi il existe. Donc d'abord, il faut s'assurer de ça. Une fois que tu t'es assuré de ça, tu peux regarder et mettre de la police en place. Et souvent, d'ailleurs, on avait un mec en interne, il suivait jamais les process, ça m'en rendait ouf. Et un jour, je lui ai demandé pourquoi. Enfin, vraiment, arrête de faire ça, explique-moi pourquoi. Et en fait, il m'a dit, mais je comprends pas. Pourquoi vous me demandez de faire ça? C'est chiant. Et je lui ai dit, mais en fait, si on te demande de remplir des datas, c'est parce que moi, j'en ai besoin après pour gérer les deals clients, pour savoir ton workload, pour ne pas t'overloader, etc. Il a fait, ok, j'ai compris. Et du coup, il les a fait. Je vais le noter. Et les process en interne que vous avez, tu les améliores constamment ou vous avez un process d'amélioration des process, amélioration de ce SOP? Vous avez un process de tous les combien de temps ou c'est... Ouais. Alors, on a une process library. Donc, c'est un gros document dans lequel tous nos process sont stockés. Donc, le process est listé avec un loom qui explique comment il fonctionne. Comme ça, quand on a des onboarding, il y a juste à regarder le loom et tu sais comment l'utiliser. Et surtout, qui est le owner. Donc, si le process est cassé, à qui est la faute? Quand est-ce qu'il faut l'updater? À qui c'est? Et ça, on le fait tous les quarters. Donc, on va passer en revue les process. C'est mon équipe opération qui le fait avec chaque département. Et en fait, ce qu'on va faire plutôt, nous, c'est qu'on va avoir tendance à vouloir alléger tout ce qu'on a. Parce qu'en fait, tu as toujours des process qui arrivent tout le temps. On dirait que les gens adorent faire des process. Et en fait, le but, c'est de trier et se dire, est-ce que ça, c'est vraiment utile? On le garde ou pas? Est-ce que ça fonctionne? Oui, non. Tout le temps des process qui arrivent, ça signifie genre des nouvelles façons de faire ce qu'on fait actuellement. Okay. Par exemple, tu vois, en copywriting, tu as des nouveaux process de copy mining, des nouveaux process de competitors research, tous ces trucs-là. Et en fait, il faut faire attention à ne pas se retrouver avec trop de trucs non plus. Parce qu'en plus, dans nos métiers, il ne faut pas être trop processisé. Il faut juste avoir les process importants les process importants qui prônent la visibilité. C'est tout, en fait. La visibilité et le tracking. C'est tout ce dont tu as besoin sur un process. Et c'est ce qu'un process doit t'amener. Un process, c'est important parce que ça doit t'amener de la visibilité. Ça doit te permettre de pouvoir traquer où les choses en sont. C'est tout. Si ça ne fait pas ça, c'est pas un process et ça ne sert à rien. Moi, je pense que j'ai tendance à avoir des process peut-être trop compliqués, trop développés. Puis du coup, à chaque fois qu'ils le regardent, ils disent je pense que c'est ça, mon erreur. Oui, j'en ai vu certains. Ouais. De mes process. Oui. Ouais. Mais c'est OK. En fait, et aussi, tu as le truc de... Toi, t'es tellement haut t'es à la tête de ton business, donc tu as beaucoup de besoins et tu les exprimes avec des process qui sont très complets, qui sont très bons. Mais c'est juste que quelqu'un qui n'est pas du tout aussi évolué que toi ne peut pas prendre ça en toi. Est-ce que tes process, genre pour 80% de tes process, c'est toi qui les as filmés ou tu as quelqu'un qui vient les filmer, qui vient faire un loom? C'est tout moi. Justement, j'étais dans un call avec des personnes là, qui font 30-40 M l'année et ils partageaient justement tout ce qu'il fait au day-to-day. Il filme son écran pour ensuite processiser ce qu'il fait, mais c'est important que, en fait, il engage une personne pour visionner les process qu'il filme et que quelqu'un vient faire le SOP à sa place. C'est pas lui qui vient faire que le process soit fait. Je sais pas si c'est clair. Ouais, c'est très clair et très intelligent.
Parce que c'est ce qu'ils recommandent de faire et bah, c'est ce que j'ai recommandé. Enfin, c'est ce que je vais faire. En En gros, par exemple, tu fais une tâche, recrutement, comment gérer ces personnes-là qu'on essaye de recruter. Tu filmes toujours ton écran. Ce que tu as filmé, tu vas l'envoyer à une personne qui va faire un SOP. Mais après, tu es obligé de revérifier le SOP Mais derrière pour être sûr qu'il n'a pas oublié ou pas mentionné des trucs. Parce que moi, des fois, ce que je trouve, c'est que quand toi, tu fais la vidéo, tu vas venir mettre des détails, montrer des intentions, montrer des nuances qu'en fait, peut-être la personne va perdre. En fait. Alors, ce qu'ils recommandent aussi, c'est quand tu fais ça, tu fais à voix haute ce que tu fais. Tu expliques ce que tu fais. Là, je pense pour automatiser, ça peut être bien. Je sais pas, t'en penses Ça, quoi? c'est... Je pense pas que je suis alignée avec ça. Ok. Je pense que c'est bien de briefer l'intention et l'objectif. Mais pour moi, un process doit être fait par la personne qui va l'utiliser. Ok. Et il n'y a que comme ça que tu es sûr d'avoir un truc simple, qui fonctionne bien et qui remplit la mission. Ok. Mais par exemple, moi, admettons, je fais du media buying, je lance énormément d'ads, je filme le process pour uploader les ads, je filme le process pour que tout se lance. Ce qui est recommandé typiquement, c'est que je filme mon écran, etc. Et bah, j'ai quelqu'un qui est expert en process, qui vient regarder et comprendre ce que j'ai fait pour justement faire limite encore mieux, qu'on comprenne encore mieux ce que j'ai fait. C'est un peu ça que... Ouais, j'entends. Ce que nous, on fait, c'est que tu as ton truc de process, mais c'est quand même à toi de le faire, ton Ok. process. Par contre, je te mets quelqu'un qui est fort en process à côté. Ouais. Moi, c'est mon account manager ou mon operations manager. En gros, cette personne va te challenger, mais tu restes owner du process. Et en plus, tu as un Ok. truc de quand c'est toi qui fais ton process, tu vas vraiment l'utiliser. Ouais. En plus, tu es un peu fier, tu as contribué au truc, tu vois, et tu fais un truc qui te plaît. Ouais, intéressant. Parce que lui, il disait, je fais 0 SOP, juste je filme et j'ai quelqu'un qui est focus que sur les Après, trucs. Mais moi, je fais 0 SOP. Ouais. Toi, vous Oui, faites oui, 0 après, SOP, ouais. mais nos Ouais. équipes, pour moi, c'est important qu'elles le Mhm. fassent. Je sais que les gens aiment bien qu'on partage vraiment ce qui marche pas à l'intérieur de nos business. Dites-nous en commentaire d'ailleurs si c'est bien ce que vous aimez, mais nous, en gros, le but de ce podcast, c'est juste de partager en réel, en direct, ce qui marche pour nous et ce qui marche pas aussi. Important de bien mentionner ce qui marche pas. Tant de personnes oublient. Un autre truc qui marche pas chez nous, c'est justement les gens ont de la peine à s'organiser sur le Asana. Déjà, Asana, c'est un outil un peu complexe pour des employés lambda, on va dire. On les forme, mais ils ont toujours de la peine à juste se connecter chaque jour, à cocher leurs tâches quand c'est fait, à respecter les deadlines. C'est quoi un peu ton expérience par rapport à ça et qu'est-ce que tu pourrais nous dire? On n'a pas ce problème-là parce qu'encore une fois, on a expliqué pourquoi c'était important de le faire. Tu vois. Et ça vient tout de là, en fait. Ouais. C'est tout. En gros, ma team, elle sait que si elle coche pas sur compléter, toutes les autres personnes vont pas pouvoir le faire. On n'a pas l'info, on va devoir leur demander. Et si tu demandes, c'est que c'est déjà un problème, quoi. Ok. Donc ça vient vraiment de là. Ok. Il y a de quoi d'autre comme problème récurrent que tu vois chez vous, chez les brands? Ouais. Quelque chose que je pense les gens oublient de faire souvent, c'est dans l'organisation pure. Hein. C'est de dire quand ils veulent décaler des dates ou c'est par rapport au changement de planning. Souvent, on a des dates qui sont rouges, donc qui sont pas faites à temps, et on me dit mais pourquoi tu l'as pas poussé? Et parce que j'ai pas eu le temps et je savais pas comment faire. En fait, informer. Je crois qu'il y a ce truc quand même de communiquer. C'est bien que tu aies un outil, mais dire en fait là je peux pas, etc. Et donc penser à faire ça. Et aussi un truc hyper important qui nous a été game changer d'ailleurs sur Asana, même sur tous les autres outils, c'est que quand tu arrives dans des phases genre Q4, que tu prennes ta semaine là sur Asana et que tu prennes le temps parfois de noter si c'est une tâche qui te prend moins de 5 minutes, plus d'1 heure ou plus de 3 heures. Et en fait, tu vas voir si sur la journée, tu as 14 heures de travail, c'est peut-être un peu compliqué et il faut que tu ajustes ça. Donc, pas oublier aussi de faire ces checks-là. Nous, on a dû réaligner pas mal de planning là-dessus. En fait, on avait des gens qui avaient des journées beaucoup trop lourdes et voilà quoi. Ok. Toi, c'est quoi tes... Juste quand une personne, par exemple, elle veut repousser une date, elle le met sur Asana et ensuite elle l'indique sur Slack. C'est ça que... Okay. Non, elle met juste un commentaire sur Asana. Ok. Ouais. Et en termes de communication, du coup, vous utilisez Slack uniquement? Ouais, nous, Slack, ouais. Et les commentaires sur Asana, ils sont tous vus ou... Parce que j'ai l'impression, moi, par exemple, sur ClickUp, des fois, les gens peuvent mettre des commentaires et tout, mais ça part dans le vide. Ah ouais? Il y a normalement un onglet inbox. Ouais. C'est que chacun peut voir les commentaires. Ouais, c'est important. Day to day, il voit tout ce qui se passe. Ouais. Sur les tâches sur lesquelles t'es collaborateur, par contre. Ouais. Nous, les deux créatifs derniers stratégistes qu'on a virés, c'est à cause de ça. En fait, on leur a mis des warnings parce qu'en fait, ils n'arrivaient pas à être à jour sur leurs tâches. Ils répondaient pas. Ils suivaient pas. Ils étaient toujours en retard sur leurs tâches. Et les deux, pareil. Ils n'arrivaient pas. Ouais, c'est terrible.
Et ce qui est un peu compliqué avec ça, c'est qu'en fait, ce que les équipes, elles comprennent pas, s'ils ne complètent pas leurs tâches, on n'est pas capable de savoir le travail qui a été produit, on n'est pas capable de gérer le workload, et on n'est pas capable de leur donner trop ou pas assez de travail. C'est aussi pour eux qu'on leur demande tout ça, et ça, il faut que les gens le comprennent, clairement, quoi. C'est pas pour les embêter, c'est pas pour être relou, quoi. Ouais, c'est sûr. En fait, j'ai l'impression que quand tu travailles avec un employé, c'est un peu comme une relation de transparence. C'est que plus il y a de transparence, mieux ça va être, mieux les deux vont sentir. Carrément. C'est ce que tu ressens aussi. Il y a un bouquin qui est intéressant, c'est celui de Netflix, là, No Rules Rule. Ou No Rules, ouais, c'est ça. Okay, je connais pas. C'est La règle, pas de règle en français. Okay. Et il est hyper intéressant, il y a à boire et à manger dedans, mais en gros, ça explique toute la culture d'entreprise de Netflix et toute leur transparence qu'ils ont par rapport à ça. Et il y a des hacks assez cool au niveau de la communication et ce que tu dis en tant que fondateur versus non. Comment ça s'appelle le livre? C'est La règle, pas de règle en français. Magnifique. Toi, c'est quoi les problèmes que tu as? Typiquement, niveau communication, j'aimerais avoir un peu des feedbacks sur comment mieux communiquer parce que parfois, je reçois des messages des membres de ma team et ils m'exposent une problématique et c'est tout. Et j'ai beau de dire et d'expliquer que quand il y a une problématique qui apparaît, il faut me proposer des solutions. Mais j'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas. Est-ce que tu as des tips pour avoir une meilleure communication day-to-day sur Slack C'est-à-dire que quand tu as des questions, quel est le problème? Tu n'as pas de contexte dans tes questions? Quelle est la frustration là? C'est ça, ouais, ça aussi. Okay. Et malgré que je leur dis genre, okay, donnez-moi des solutions que vous avez déjà essayées, et ils le font pas. Genre, okay. Tu peux interdire de poser une question sans dire une solution. Ah ouais. Voilà, c'est un peu radical, mais moi je l'ai fait. Okay. Je t'écoute pas si j'ai pas une solution à côté. Et c'est une habitude à prendre. Magnifique. J'avais pas pensé à ça. En gros, la communication, il faudrait, tu me dis si je me trompe, mais la réduire au maximum. En fait, tout doit être basé par rapport à des tâches. Okay, ils font des tâches. Donc, s'il y a une communication, normalement, c'est basé à la tâche. Ils doivent avoir l'info dans leur process. Sinon, c'est qu'il y a un problème dans le process. Okay, s'il y a toujours les mêmes questions qui reviennent, c'est qu'il y a un problème dans le process. Donc, le but, je pense qu'en tant que fondateur ou CEO, c'est de réduire un maximum la communication. Sinon, ça veut dire qu'il n'y a pas de clarté dans les process. En fait, ouais, c'est ça. Si tu dois demander quel est le statut sur ça, c'est que déjà, il y a un truc qui ne va pas. C'est tout. Et les questions que tu dois poser, on demande des infos. Si on demande des infos, et des fois, c'est des avis, des opinions. Ouais. Et dans vos teams, vous faites un call par semaine par département? C'est comment ils sont divisés les calls? Comment sont structurés Alors, bon, nous, on a des clients, donc c'est un peu différent. Mais ce que je vais recommander globalement pour tout le monde, c'est au moins un call avec chaque département. Soit commun si vous n'avez pas une trop grosse équipe, soit séparé par département si vous avez beaucoup de gens. Après, c'est quand même... Ouais, beaucoup de gens à partir de combien de personnes? Une trentaine, okay. Tu vois. Parce que après, quoi que 20, ça peut faire beaucoup dans un call. En gros, c'est bien de ne pas faire plus d'une heure de call, quoi. Okay. Donc, éviter de... Enfin, voilà, trouve quelque chose par rapport à ça. Donc, tu fais tes calls séparés par département. C'est quand même bien de trouver un moment où tout le monde se rassemble parce que ce qui est hyper important dans les équipes, ça reste la cohésion. Et ça, vraiment, c'est ultra important. Partager la valeur, partager les learnings, partager les blockers et tout. Donc tu fais ça. C'est pas des calls où tu vas demander des statuts, des trucs, parce que ça, on l'a sur Asana, on l'a sur des performance trackers. Mais c'est un call où tu vas demander quelles sont tes priorités de la semaine pour être sûr qu'on soit aligné, quels sont tes blockers, et qu'est-ce que tu n'as pas pu faire la semaine dernière et pourquoi, et comment est-ce que tu comptes y remédier. Et après, nous, on a aussi des alertes sur des comptes rouges, où on va expliquer un petit peu ce qu'on compte faire pour soulever ça. Et par exemple, quand les personnes disent quels sont leurs blockers, qu'on est dans un call avec 15 personnes, les 15 sont là, toute l'équipe est là, ok. Ouais. Après, nous, on est max 6 dans les calls quand même. Ok. Et pour structurer au mieux les calls, il y a un process, parce que du coup, 1 heure maximum. J'avais entendu un founder aussi dire qu'au début du call, il laisse les employés parler de ce qui se passe et il gère après. Enfin, comment sont structurés les calls? Ça dépend beaucoup de ta culture d'entreprise et ce que tu veux. Par contre, je mentionne un truc juste avant. Si tu es 15 personnes dans le call et que les 15 personnes n'ont pas vraiment une valeur concrète à avoir du call, tu les mets pas dedans parce que ça coûte cher. Enfin, tu payes quelqu'un pour juste être là. Donc voilà, ça, il faut faire hyper attention. Donc posez-vous la question. Et alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a un timekeeper. Donc l'account manager, elle va regarder et s'assurer que tout soit bien timé. Et la structure, on suit le meeting agenda. Alors, on a sur Asana un meeting agenda. Donc c'est un endroit dans lequel tout le monde peut aller noter au cours de la semaine des trucs, des idées, des questions. Et on va passer ça en revue. Et après, on fait les trucs des blockers. On passe d'abord sur le meeting agenda parce que c'est les priorités. Et après, on passe sur le reste.
Et tu as mentionné juste avant tout ce qui est learning. Pareil, j'étais en call avec quelqu'un qui fait, je pense, 30-40 millions l'année. Et ce que j'ai appris, c'est que chaque semaine, il partage les learnings que lui apprend à la team directement. Et même en physique, il a une team en physique, etc. Et il filme même ses learnings qui ensuite le met dans son wiki et autres. Vous le faites dans ce call ou c'est à part? Comment vous donnez les nouveaux learnings de la semaine? On le fait pas dans un call. En fait, le learning, c'est bien quand c'est pas forcé. En gros, si tu dis tous les lundis on fait du learning, c'est des devoirs et c'est plus du learning. Et du coup, ça enlève le truc un peu cool d'apprendre. Donc, on partage juste tout le temps sur les Slack channels, un peu partout. Ouais. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je recommande pas de le programmer. Tu dois pas dire regarde des formations, apprends. Enfin, ça doit faire partie de la culture. Et en fait, plus tu partages, plus les gens vont le faire. Il y a un aspect très important chez les personnes que j'essaie de recruter maintenant, c'est qu'en fait, je veux que la personne veuille grandir. Autant elle-même que dans son métier, je veux qu'elle veut grandir. Parce qu'une personne qui ne veut pas se développer elle-même, pour moi, c'est que ça ne va pas être un bon employé. Ouais, c'est clair, complètement. Ouais, c'est quelqu'un qui va faire son 9 to 5 et voilà. C'est ça. Et ça peut être OK pour certains postes. Hein. Ouais, bien sûr. Mais après, si tu veux vraiment une personne qui grandisse avec l'entreprise, souvent les personnes qui se développent eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils vont essayer d'aller chercher leurs rêves, de se développer eux-mêmes, même en matière de santé aussi, c'est des personnes qui vont grandir plus facilement, qui seront plus saines que le reste. Carrément. Donc, j'essaie souvent de poser ces genres de questions en clair. interview. D'ailleurs, sur les CV, quand tu vois que des gens sont très sportifs ou qu'ils ont fait des compétitions, ou il y avait une fille, là j'ai vu un CV passer récemment, où en gros, c'est une creative stratégiste, et j'étais en mode, je sais pas trop, et en fait, j'ai vu qu'elle avait gagné beaucoup de prix, qu'elle avait fait beaucoup de concours, et pour moi, c'est un super indicateur de, en fait, je suis passionnée, et je me donne, et je me dépasse, quoi. Et du coup, elle est passée. Il y a des prix? Non, c'est des prix, c'était pourquoi comme sport? Non, en creative stratégie. Ah, il y a des prix en creative stratégie? Ouais, c'était sur les US. Ouais, je sais plus ce que c'était. Je me rappelle pas des noms. Je pourrais te retrouver si tu veux. C'est smart, ça. Ouais, c'est intéressant. Ah, c'est très intéressant. Mais genre en mode, ils en avaient plusieurs et ils donnent le prix au meilleur ou... Je sais pas trop. J'ai vu Winning Prize, nanana, et j'ai dit à ma RH, check quoi. Ou c'est une très bonne marketeuse et elle a mis des... C'est possible, tu vois. Mais en vrai, intéressant. Donc, elle ira fouiller, je vous dirai. Là, typiquement, récemment, j'ai engagé une nouvelle personne qui s'occupe de faire le gifting dans la brand et qui va s'occuper aussi d'autres choses. Mais j'ai pas fait le scorecard en le branchant. Est-ce que c'est bien de le faire maintenant? C'est pas trop tard. Après, déjà, il y a eu déjà 2 mois qui ont été découlés. Et même les personnes qui nous écoutent, beaucoup de personnes ont peut-être des media buyers, peut-être des créatifs stratégistes où ils n'ont pas fait de scorecard. Tu conseilles quoi à ces personnes-là? De faire des... Alors, pas forcément des KPI, mais un scope. En gros, tu dis, bon, ben voilà, tout ce que tu dois faire et tout ce que j'attends de toi. Et d'ailleurs, ça, c'est un point hyper important pour tous ceux qui travaillent avec des gens, c'est les attentes. En fait, tu peux pas t'attendre à ce que quelqu'un fasse du super travail si tu lui as pas dit ce que t'attendais de lui. Et vraiment, il faut que quand tu lises ta liste, tu dises, OK, en fait, tout ce que j'attends de cette personne est là, en termes de comportement, en termes de livrables, en termes de speed, en termes de productivité. Ça, tu le notes où? Sur Asana ou sur Notion? Un Excel. Ah, sur un Excel. Enfin, un Excel et Notion, ouais. Ok. Ça, c'est le fichier où il y a les colonnes là, que tu avais déjà montré pendant le mastermind. Ça, c'est la Skills Matrix, ouais. Okay. Tu as ça, et tu as le scope, en fait, c'est juste un texte avec des blocs, par exemple, d'influence marketing. Tu vas avoir campaign management, sourcing, reporting, et tu listes absolument tout. Ok, magnifique. Il faut vraiment te dire, il faut qu'il n'y ait rien de plus, rien de moins. Ok. Je crois que dans le school, tu as mis ce genre de document, non? Je pense, mais je pourrais. Il me semble, ouais. C'est ultra intéressant. Et pour les personnes, admettons, qui ont un creative stratégiste, qui fait aussi media buyer, etc., et donc qui aimerait s'en passer, enfin virer cette personne-là, tu as des process pour... admettons, tu as un B-player, et là tu trouves un A-player qui est prêt de bosser avec toi. Tu as un process pour virer le B-player, ça se passe comment quand on veut switcher Je vais essayer de faire plusieurs cas de figure. Cas de figure 1, il y a un mec dont tu n'es pas trop sûr, et du coup tu recrutes pour potentiellement le remplacer. Pendant que tu recrutes, tu vas mettre un warning à cette personne en lui faisant une liste. Nous, on appelle ça les reported cases. En gros, c'est un Excel dans lequel tu as 2 blocs. Le bloc de trucs bien qui s'est passé. Et là, tu mets des faits. Tu mets pas tu communiques bien, tu t'organises bien. Tu vas dire tu as très bien communiqué au call numéro 1 le 7 juin. Tu mets tous ces faits-là. Et après, tu mets les improvement points, donc les trucs à améliorer. Et pareil, là, tu vas mettre des faits. Ta présentation était pas ouf. Tes stats sur telle campagne, à telle date, n'étaient pas excellentes. Et en fait, tu lui dis, OK, ça c'est top, ça c'est top, ça c'est pas ouf. Qu'est-ce que tu me proposes pour chacun de ces points pour que ça s'améliore? Et c'est à la personne de proposer lui-même les solutions. Et tu lui donnes, et elle doit poser une deadline, 1 mois en général.
Et là, tu as deux cas de figure. Soit la personne se réveille et elle comprend ce qu'on attend d'elle et ça va mieux. Et dans ce cas, peut-être que tu n'as pas besoin du recrutement, tu verras. Si dans tous les cas, tu étais sûr, tu pourras toujours faire en sorte que, mais au moins, tu es sûr d'avoir quelqu'un qui soit motivé, quoi. Voilà. Et quand tu lui listes ces points, tu fais par texte ou c'est important de faire un appel? Ah oui, tu fais un call. Ouais, Ok. ouais. Sinon, c'est un peu compliqué à avoir. Ouais. Ok. Et en plus, souvent, tu as un peu de négociation. Tu sais, la personne ne Bien sûr. comprend pas et tout. Donc, ouais. Ok. Donc, tu fais ça. Et après, si dans tous les cas, tu voulais plus de cette personne, tu lui dis écoute, merci. On a essayé, mais c'est pas encore à la hauteur de nos attentes. Au revoir. Ok. Voilà. Et quand tu te sépares de quelqu'un, c'est important que la personne comprenne aussi que c'est un peu comme dans les ruptures amoureuses, c'est mieux pour tout le monde. C'est genre, si la personne n'est pas On bien. restera amis. Mais Ça, oui, tu peux le dire en Mais plus. en plus, c'est ça. Et surtout que la personne, si elle est pas bien, quand elle est pas bien dans une boîte, c'est bon pour personne. La personne, elle le sent, elle est pas bien, elle essaye de lutter. La boîte, enfin voilà, c'est. On remettra peut-être en replay si on peut dans le podcast, c'est qu'on avait Alex, le Camerounais, qui nous expliquait comment il se séparait des personnes et j'avais adoré ce qu'il avait expliqué. Il a dit écoute, on va boire une bière ensemble. Et il disait, j'ai adoré, c'est vrai, il dit écoute, je t'apprécie, on s'apprécie humainement, t'es top, mais là pour le business, ça va pas. Il avait super bien expliqué et je pense que c'est ça qu'il faut. Ton travail, il est pas bon. Je peux pas te garder, c'est parce que je t'aime bien. Si je t'aime bien, on peut aller boire un verre ensemble, on bavard de tout et de rien. Mais sauf que l'entreprise a besoin de tourner. Et comme l'entreprise a besoin de tourner pour que je puisse rémunérer les gens, alors il faut que je gagne de l'argent. Et si j'arrive pas à gagner de l'argent, qu'est-ce que je fais? Et si l'entreprise fait faillite à cause de toi, tous tes collègues avec qui tu es, ils vont rentrer à la maison. Et comment ils vont aider leurs enfants? Comment ils vont aider leur famille? Il faut que la personne comprenne que voilà, c'est pas lui en tant qu'humain qu'on veut pas, c'est simplement dans la boîte, il y a pas de fit. Bah oui, c'est ça. C'est juste. Récemment, on avait dû nous séparer d'une média buyer qui était hyper cool. C'est juste que c'était pas du tout un mindset qui nous allait parce qu'elle était très paniquée, elle avait toujours besoin d'être rassurée, elle n'était pas risk taker, quoi. Et je lui ai dit. Pour un média buyer. Hein ouais. Mais surtout avec des comptes clients, en fait, tu vois. Et du coup, on lui disait. Je lui ai dit écoute, t'es génial, mais je pense que juste tu fites pas dans notre boîte à nous, mais tu t'éclateras dans une autre. Et voilà, quoi. Intéressant. Donc là, on a parlé de comment avoir une meilleure personne et se passer d'une personne si c'est nécessaire pour la croissance du business. Maintenant, juste en termes de recrutement, les job posts que vous faites, vous les placez où exactement? Parce que la dernière fois, le dernier podcast qu'on a fait avec Valère, il nous a partagé une strat vraiment très intéressante de faire de l'ad sur Meta pour aller démarcher les A-players. Et je trouve ça vraiment smart parce que ça change du post sur Report que je poste sur LinkedIn où il y a tous les concurrents qui font la même chose. Carrément, c'est clair. On l'avait fait il y a quelques années et on avait arrêté parce que on n'avait pas de très bons leads et que en fait, je pense qu'on n'avait pas un employer branding assez bien pour faire ça. Enfin bref, on l'a arrêté. Par contre, nous, on fait beaucoup de headhunting. On va chasser les têtes. En fait, 80% de notre taf maintenant, c'est ça. Et ma RH, elle passe 80% de son temps, je pense, à parler avec des gens. À aller dans des groupes Slack, Discord, machin, de Media Buyer, de Creative Strat et tout, et poser des questions. Et en fait, ce qu'elle fait, c'est assez marrant. C'est une stratégie qu'on a déployée, c'est qu'elle va aller donc lister plein de profils intéressants et elle va aller leur demander des conseils sur leur expertise. Parce que souvent, les gens qui sont en poste et qui sont bons, ils n'ont pas envie de partir. Et quand tu fais un peu gonfler l'ego des gens en allant les solliciter en mode « Hello, je vois que tu bosses pour telle marque, la marque est hyper cool. Qu'est-ce que tu penses de tel process ou telle méthode ?» La personne se sent flattée, du coup, elle va être OK de discuter avec toi. Et après, tu peux petit à petit rentrer dans un système où tu vas la draguer et réussir à avoir un entretien, alors que tu n'aurais pas pu si tu avais juste dit « Hello, j'aime ton profil, on s'appelle », tu vois. Ça, c'est assez marrant, ça marche pas mal bien. Très intéressant, très intéressant ça. Et ça marche avec un peu tous les profils? Ouais. Okay. Plutôt les profils, pas managers, mais des profils seniors. Mais ces profils seniors, pourquoi ils seraient sur le Discord de tel média buyer? Pour de la formation. Okay. Tu vois, c'est des mecs qui veulent se former ou quoi. Okay. Mais sinon, c'est principalement sur LinkedIn. Tu vas chercher la personne et tu parles avec elle. Ok, et sur LinkedIn, tu vas voir qui travaille chez telle ou telle marque. En gros, nous, on a une liste de je sais pas combien de marques qu'on va aller scouter, regarder, on va extraire les profils et on va aller parler à tout le monde. Et même si des fois, tu as l'impression qu'un profil est pas bon, on va quand même aller lui parler parce que ce mec-là, il va aller dire à son pote, son collègue, qu'il y a une recruteuse qui est hyper sympa qui lui parle. Et en fait, on arrive à avoir de bons profils grâce à ça. Et ça marche vraiment trop, trop bien. Ok. Et ça représente combien de pourcents de vos recrutements?
Je dirais tous les postes à haut niveau. Ok. Donc, Ah ouais, carrément. Ouais. Donc, par exemple, quand vous postez un post sur LinkedIn normal et vous mettez de l'ADS LinkedIn, c'est pas les posts à haut niveau, c'est plutôt la stratégie que tu as. Ouais. Ok. Parce que souvent, ces gens-là, ils sont déjà en poste. Ok. Donc finalement, bien ils sûr. cherchent pas de travail. Bien sûr. Sauf si, en fait, ça c'est un truc qui d'ailleurs est hyper important, si les gens ont la capacité de le faire, faire des stratégies d'employer branding. Donc promouvoir sa boîte, son lifestyle, des bureaux, des trucs comme ça, et donner envie aux gens de postuler. Ouais. Et ça, c'est le seul truc qui peut te permettre d'avoir des gens qui vont se dire j'ai un taf que j'aime bien, mais eux, ils ont l'air cool. Enfin, c'est du marketing, quoi. Allez les draguer Ouais, c'est aussi. game changer. Techniquement, ça revient un peu à la technique de Valère de faire de l'ADS. Parce qu'en fait, il fait une ADS et une VSL. Et Ah ben techniquement, si tu fais une VSL, c'est comme une ads, tu fais Founder, format Founder Story, c'est le Founder qui parle, voilà, j'ai créé cette boîte parce que tu insuffles la vision, tu montes les bureaux, voilà, nos employés, et tu vends du rêve. Magnifique. Enfin, si tu as vraiment Je du vais rêve, faire tu ça. vois, Je vais faire ça. c'est aller voir des bureaux. En plus, je pourrais venir dans ces bureaux, c'est juste. Possible, ouais. Possible. Tu m'avais dit oui. Oui. Non, mais avoir combien de places tu vas prendre combien de bureaux et tout. Ouais. Ouais. Si c'est un bureau, ouais. Ouais, c'est important. Il y aura des Ouais. plantes, l'air, elle sera purifiée. Ce sera top. C'est important pour la productivité des plantes. Ouais, Ça 25%. augmente 25% la productivité. Ah ouais. Et en plastique, Trop c'est bien. 15 ou 10. Non, 7. En 7? plus, Ouais, il y a Ah ouais quand même de l'amélioration en plastique. ouais bah, c'est mental. Ah, c'est mental, ok. Là, tu vois. Ah, je me sens bien. Ouais. Ah, c'est plastique. 7% seulement. Trop bien. C'est pour ça que j'adore les plantes alors. Trop cool. Donc tu vas mettre plein de plantes dans ton. Ouais. Ton bureau. Mais pas trop, apparemment. Il faut Non, trop, pas- c'est toxique. Ça te bouffe l'oxygène au bout d'un moment. Ouais. Trop bien. Mais ça, c'est une super bonne idée, ça. La vidéo dont tu parlais, J'ai VSL. créé les plantes. Oui, non, Ouais, non. ouais, ouais. Non, ouais. Au début, ce qu'on faisait aussi, c'était que quand on postulait, on envoyait une vidéo par mail de moi qui présentait la boîte et tout, et disait bah écoute, si t'es chaud, on se voit pour le prochain entretien. Et ça marchait pas mal. J'ai arrêté de le faire parce que j'en avais marre et qu'on n'avait plus besoin, mais ça peut marcher. Ah, 100%. Je Mm. pense qu'une bonne vidéo, une bonne VSL faite, format Founder, surtout, je pense que le Founder, tu vois, ok, je prends le temps parce que c'est un poste important, je vous explique notre vision, tu vois, et vraiment que ça vibre. Je pense que c'est vraiment Mm. important. Et tu vas attirer les bonnes personnes qui Carrément. voudront adhérer à cette vision. Mais nous, on a de la chance déjà avec ce podcast, c'est qu'en fait, on a pas mal de personnes qui aiment notre vision et qui veulent aussi nous Mais rejoindre. ça, c'est super puissant, justement, d'avoir une présence en ligne aussi. Il y a quelques mois, j'ai fait un post sur Twitter. J'ai dit, OK, je recherche pas vraiment un bras droit, mais comme un associé, etc., sur tel ou tel projet. Et j'ai eu 200 personnes ou 250 personnes qui ont rempli le form, qui m'ont envoyé un loom, qui m'ont donné leurs caractéristiques, et c'était absolument phénoménal. T'as recruté de cette. J'ai recruté une personne, ouais. Ah, maintenant qu'on y est, on avait fait dans, je sais plus quel podcast, c'est qu'on faisait un avis de recherche et on avait oublié de mettre un lien. Je crois qu'on avait oublié de mettre un form. Ouais, on l'avait pas On mis. va refaire aujourd'hui, on mettra le form. Si vous êtes un expert dans n'importe quel domaine qui pourrait être lié à l'e-commerce et que ça vous intéresserait de travailler avec moi ou Nico ou Sophia, on mettra un lien ci-dessous et comme ça vous pourrez postuler. Mais par contre, on veut des experts, ok? C'est-à-dire vous êtes expert, vous êtes passionné d'un domaine, vous avez tout appris dedans et vous aimez notre vision et vous voulez grandir encore plus, on mettra un lien. Comme ça, on pourra potentiellement collaborer ensemble. Très important. Ouais. Ça peut changer des vies. Et j'ai une question. Donc, la personne qui va sur les groupes Discord, qui va démarcher sur LinkedIn, c'est Aplayer. Elle fait ça full-time? Ouais. Et vous en avez plusieurs ou c'est juste une Une personne seule. full-time? Tous Ouais. les jours, c'est son job? Alors, elle est HR manager. Ok. Donc, elle fait tous les recrutements, tout ça, et elle fait aussi tous les KPI des équipes. Ok. Voilà. Et ouais. Les recrutements, c'est elle qui fait les calls de recrutement du coup? Ok. C'est quoi à peu près son salaire approximatif? Si tu veux une bonne personne. Je veux la même personne. Si tu veux la même, entre 3 et 4 000, 5. Ok. Ouais. Full-time, c'est-à-dire tous les Full-time. jours 8 heures. Ouais, ouais. Ok. Mm. Ça, C'est nécessaire. très bientôt, ça va être number one. Surtout que tu es quelqu'un que tu pas besoin de manager. Ouais. Qui sache faire, en fait. Et cette personne, tu l'as trouvée du coup Sur comment? LinkedIn. Ok. Pour le coup, c'est moi qui l'ai gérée, elle. Ouais. Et tu l'as trouvée dans la même façon qu'elle elle fait maintenant? Non, pour le coup, elle a postulé. Ok. Ouais, elle a postulé. Ouais. Voilà. Ok, top. Et prends une HR manager. Ouais. Ou une, comment on dit, talent spécialiste, mais vraiment senior, quoi. Ok. Tu vas avoir du staff en interne à gérer avec les KPI. En fait, ce serait bien, enfin, je me permets, peut-être ce serait intéressant que cette personne puisse aussi gérer les KPI de tes équipes, etc. Ouais. Bien sûr. Je sais qu'il y a beaucoup d'agences de headhunter. Je sais aussi que beaucoup d'entre eux prennent beaucoup de pourcentage, un pourcentage assez élevé sur le salaire à l'année. Tu as déjà fait du travail avec ce genre d'agence? Tu recommandes ou c'est quoi un peu pour les gens qui
veulent avoir rapidement des A-players, qu'est-ce que tu peux leur recommander? Alors déjà, il n'y aura pas de rapidement. Ouais, Il faut arrêter, il faut oublier le rapide Ok. en vrai. Et moi, j'ai essayé, mais ça n'a jamais marché pour moi. Je sais que j'avais écouté un podcast que vous aviez fait avec quelqu'un qui disait qu'il faisait appel à énormément d'agences de recrutement et qui lui sourçait un maximum de Thomas, profils. Ouais. C'est hyper intéressant à entendre. Moi, pour le coup, ça n'a jamais fonctionné parce que je pense qu'on est vraiment beaucoup trop spécifique dans ce qu'on recherche. Et on a une agence qui est hyper complexe, donc ça n'a jamais marché. Par contre, ça marche pour plein de personnes, pourquoi pas. Et le headhunter dont tu m'as partagé contact m'a refusé parce que justement, quand je lui ai donné tous les prérequis, il a fait non. Ouais. Donc, Souvent, les agences de headhunting, en fait, ils recrutent des profils et puis après, ils les donnent à tous les gens qui payent. Tu vas se dire que toi, tu veux un creative stratégiste, moi, je veux un creative stratégiste. Bah oui, ils vont contacter des creative stratégistes et ensuite, ils vont partager à tout le monde. Et puis, en gros, le premier qui recrute, il l'a. Et ça, j'ai remarqué parce que souvent, moi, je leur donnais des scorecards, ils me disaient, mais t'es sûr ça, ça, ça? Je dis, ben oui. Et pour eux, après, c'est trop compliqué. Ouais. Et souvent, ils veulent des gros salaires. Il y a des headhunters qui sont très bons, mais c'est en dessous de 10K mensuel. Après, pour un poste, tu prends un head of performance ou un COO ou quoi, ça peut être cool d'avoir. En fait, c'est des postes qui sont tellement durs que si tu peux prendre toute l'aide que tu peux, franchement, t'as rien à perdre. Et pour moi, ça doit rentrer dans ta stratégie de tu veux venir faire rentrer un maximum de candidats. C'est ça. Ouais, c'est ça. En fait, si tu veux du volume, tu veux du choix, quoi. Mais moi, j'ai fait le choix d'avoir quelqu'un en interne dédié à ça. Et en plus, cette personne, ma RH manager, hyper forte, c'est que moi, je la martèle de ma vision, de ce qu'on doit faire, de qui on est, de pourquoi cette personne est bien, pourquoi cette personne n'est pas bien. Et en fait, quand elle est dans l'interne, par exemple, elle voit qu'un performance manager pourrait être parfait s'il était un peu plus problem solver. Elle va se dire, OK, ça veut dire que dans mes recrutements, il faut ça. En fait, elle voit tellement en interne qu'elle est capable de gérer encore mieux les recrutements et d'aller chercher encore mieux. Ok. Chez vous, tous les A-players, ils sont dans un bureau en physique ou Non, on pas est forcément? en remote 100%, mais par Ok. contre, on va prendre des bureaux là. Ok. Pour au moins la partie influence marketing et créa. Ok. Intéressant. Ouais. Parce Ah, qu'on a votre- besoin de... Votre équipe créa, elle est composée de quoi comme 3 créatifs stratégistes, 2 copywriters stratégie, un CRM, un le reste, et un vidéo éditeur. Là, on arrive à la fin du podcast. On a, comme pour notre habitude, l'habitude de partager une insight, des insights, de choses très valuables qu'on peut partager. Ça peut être quelque chose que tu as appris cette semaine, un truc même tout bête, un outil, peu importe, un insight que tu aimerais partager maintenant. Insights et projection de l'e-com aussi des prochains mois qui va être primordial et vraiment les gens pourront pas s'en passer pour être en bénéf sur Meta Ads. C'est le partnership ads, c'est le white posting. Ça fait toute la différence. Cette semaine, on était en meet-up avec une personne qui fait 300 KD. 400. 400 KD, excuse. Et en gros, ce qu'il disait, c'est qu'il a divisé par 2 ses CPA, donc coût par achat, en faisant du partnership ads, en faisant de l'ads, en ayant des micro-influenceurs, des influenceurs, et en faisant de l'ads sous leur propre compte. Un site ultra banger qui nous a partagé, qui vient simplement faire le travail à votre place pour trouver un maximum de créateurs. Ça s'appelle Topi Yapper, TOPYAPPERS, qui est absolument banger, que j'ai directement envoyé à la personne qui s'occupe du product seeding et du partnership ads, à ma team. Et c'est un peu similaire à AMT AI et c'est absolument banger parce qu'il fait 400 KD et ça a divisé les coûts par achat par 2. C'est quelque chose qui a été aussi mentionné par Fares en octobre là, dans notre mastermind. Il avait déjà dit que le futur de l'e-com, c'est la creator economy et c'est vraiment ça à 100%. D'ici quelques mois, ce sera genre une feature primordiale de Meta Ads. Et on le voit même dans les nouveaux Ads Managers. À l'époque, c'était pas présent. Maintenant, c'est présent. Le Partnership Ads, on peut le sélectionner nativement dans Meta. On peut ensuite presser sur quel compte on fait un partnership avec des influenceurs et il le pousse. Il Et est Meta boosté même- en ce moment. Ouais, Meta il est- le disent. Voilà, exactement. Ils le dans les disent. conférences qu'ils ont dit, Meta, Ouais. ils font des conférences privées pour les top spenders. C'est quelque chose qu'ils ont dit. Ils ont dit en ce moment, on le booste. Exactement. Et en ce moment aussi, c'est marqué que ça améliore les performances. Et c'est pas juste du blabla, c'est 100% réel. Et je le vois sur les brands qui scalent le plus. Limite 70-80% de leurs ads, c'est du partnership ads. Et ça fait un Ça moment vous que... confirmez? Ah oui, à 100%. 100%, ouais. Est-ce que vous avez un process qui peut aider les gens à avoir un maximum de créateurs qui bossent avec vous en partnership ads que tu Ouais. pourrais peut-être partager qui pourrait aider? On utilise plein de trucs, nous. En fait, on va un peu aller chercher tout ce qu'on peut. Ok. On a une personne en interne qui est dédiée à ça.
à aller scraper du GC et à gérer du whitelisting, dark posting. Ouais. En fait, on a aussi notre équipe influence qui gère des milliers et des milliers de budgets par semaine, et qui envoie aux paid media quand il y a des bons contenus qui tombent pour négocier les droits. C'est du volume. Ok. Donc, reach out un maximum. Peut-être je peux te donner des insights pour des outils. Alors nous, je sais qu'il y a des marques qui utilisent l'outil Saral, S-A-R-A-L, qui est pas mal. Il y a Influi aussi qui me semble est plutôt Saral, OK. ça sert à quoi du coup? Alors Saral, c'est pour tout ce qui est gifting, pour tout ce qui est contacter en masse. Ok. Tous ces trucs-là, c'est pas mal du tout. Et après, tu peux du coup aller scraper ce que tu veux et puis en faire un peu plus. Et vous, quand vous faites du gifting, combien de pourcentage des personnes qui reçoivent le produit font du contenu? Parce Ça que dépend des marques. Ok. Ouais. Quand le produit il est vraiment bien, c'est plus élevé. C'est vrai. Ouais, c'est souvent ça. Quand tu as une marque qui a quand même une belle notoriété, il y a beaucoup plus de posts. On les traque sur Archive, tout ça. Mhm. Voilà. Et je dirais, je crois avoir vu 30% comme métrique récemment sur quelques marques. Et ensuite, sur ces 30%, 100% du contenu est utilisé à être posté sur leur réseau organique ou c'est juste pour de l'ads? Ça dépend. Si le contenu est bien, on va aller le chercher, on va aller négocier les droits pour le pusher en ads. Ok. Ouais. C'est beaucoup de l'influence aussi quand on prend des micros ou des choses comme ça aussi sur lesquelles en fait, souvent, on négocie des contrats dark posting, whitelisting en option, en plus du contrat de base du pay per post. Ok. Ça en Europe, vous le faites aussi Ah oui, à fond. Ouais. Ça en Europe, j'ai l'impression 6 ans, que les gens ils sont un peu en retard. Ah, et que c'est ça, fou, c'est alors game que- changer. Ah ouais, Ouais. non, mais nous, c'est notre levier numéro 1. Ouais. Grosse valeur. J'aimerais parler des live tests, vite fait, en recrutement. Avec pour continuer sur le recrutement, finir d'ailleurs sur le recrutement, avec tout l'IA, etc., ça devient un peu dur quand tu fais des tests avec les candidats de savoir vraiment quel est le talent derrière la personne. Et ce qu'on fait, nous, et ce qui a vraiment changé la donne au niveau du recrutement, c'est qu'on fait des live tests. Donc en gros, on va envoyer un message au candidat 2 jours avant en lui disant « Hello, t'es convié à un live test ?» Si tu es un média buyer, par exemple, on va te demander de nous montrer des campagnes, de nous montrer des choses. Donc, prépare ton écran, prépare à mettre en confidentialité ce que tu veux. Et en gros, on va faire le call avec l'ARH, le manager, et on va juste échanger avec la personne en live. On va lui préparer 2 cases scénarios à solver. Ok, tu as un drop là-dessus, qu'est-ce que tu fais? Tu dois lancer ça, product machin, qu'est-ce que tu dois faire? Voilà les KPI. Et ça nous permet de voir en live comment la personne réagit, de voir son expérience réelle. Et un truc assez intéressant, c'est que des fois, ça te permet aussi de voir quel est le niveau des personnes en interne chez toi. Parce que des fois, tu te rends compte que selon les questions que ton manager pose au candidat, que le mec est peut-être un peu à côté de certaines choses ou qu'il faut le remettre dans le droit chemin. Donc, ça a vraiment une double valeur. Et nous, on s'est rendu compte que 90% des gens qu'on aurait peut-être fait passer en oui en test, honnêtement, on leur a dit non suite à ces live tests-là. Et c'est ouf. Vraiment, c'est ouf. Quand tu dis qu'on n'arrive pas bien à différencier si c'est une personne compétente ou pas à cause de l'IA, c'est dans les formes par écrit ou par call aussi? En fait, l'écrit, tu vois, c'est OK pour toi si tu utilises l'IA pour rédiger ce que tu veux, mais si on va te demander de faire un test ou on va te demander de, je sais pas, faire une stratégie d'influence marketing, en fait, qu'est-ce qui me dit à quel point l'idée et l'expertise vient de toi à la base, tu vois? L'IA, ça t'empêche de savoir quelle est vraiment l'expertise de la personne derrière ça, tu vois? Et c'est ultra intéressant. Ouais, mais ça, en fait, c'est un essai que c'est comme si tu étais derrière lui. Tu dis, OK, bah, vas-y, fais ton travail. Je regarde comment tu fais et comment tu réfléchis. Et tu poses des questions. Ouais, c'est ultra intéressant. Il y a un mec, j'ai adoré, d'ailleurs, il est chez nous, là. Ce qu'il a fait, c'était hyper cool. C'était en influence marketing. On lui a dit, OK, fais-nous une strat de ceci, cela. Et en fait, le mec a fait un truc que j'ai kiffé. Donc, il a dit, OK, un instant. Il a tout noté. Il a dit, vous me donnez 5 minutes, je réfléchis. Il a réfléchi et il nous a donné les réponses. Et j'ai fait, OK, ça c'est exactement le genre d'attitude que je veux. Et ça, j'aurais pas été capable de le voir si j'avais pas fait un live test. Et peut-être qu'il serait passé à côté parce qu'il n'était pas expert, mais j'ai tellement apprécié son approche là que j'ai fait, OK, vas-y, tu sais quoi, go. Et au niveau créative stratégie, vous avez déjà fait ça? Ouais. Et vous avez posé quoi comme test? On demande des analyses de créa. Et on demande aussi des stratégies d'angle potentiels. On va vraiment te balancer une brand. Et puis, tu vas un peu brainstormer avec nous. Et on va aussi te montrer des business managers. Et on va te demander un petit peu de commenter ce que tu vois sur ceci, cela. Ultra intéressant. Ultra et on va aussi te donner des créas qui sont sortis et te demander des feedbacks dessus. Et ce que tu as partagé avec l'IA, ce sera de plus en plus important jour après jour. Et du coup, c'est absolument banger. Ouais. Donc, parce que même maintenant, la communication, tu peux la faire qu'avec l'IA. Moi, je communique beaucoup avec mes employés qu'avec l'IA. J'ai un prompt.
Voilà, je mets voilà là, qu'est-ce que je réponds? Et il me met qu'est-ce que je réponds? En fait, il sait comment je vais répondre et il me mâche tout le travail. C'est pas très bien parce que ça m'entraîne un peu moins à réfléchir, à parler, mais dans la communication day-to-day avec les équipes, c'est game changer. Ouais. Moi, ma valeur, les gens font le format créatif US versus them, ok? Us versus them. Us versus, Parce que sorry, US. us versus them. Et en fait, il y a un format tellement plus puissant. En fait, les gens parlent trop à la première personne de la marque. Et en fait, on a fait de multiples tests. Et en fait, ça marche beaucoup mieux de parler à la troisième personne. C'est-à-dire, à la place de dire on, achetez chez nous, de juste dire cette marque. Et en fait, c'est une erreur très bête. Enfin, c'est pas une erreur, mais c'est une optimisation très simple qui apporte beaucoup plus de résultats dans le script. Donc, par exemple, le format US versus them, c'est them versus them. C'est-à-dire, avant, je testais avant, j'utilisais cette marque, mais maintenant, j'utilise celle-ci. Et de parler, en fait, de la marque comme si on était une tierce personne. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est un peu comme ce que font les influenceurs, les UGC créateurs. Et il y a trop de personnes qui parlent trop de leurs produits. Ou à la fin, achetez chez nous. Non. Et nous, on a testé et ça marche beaucoup mieux de comparer. Et notamment pour le format nous versus les autres, les autres versus les autres. En gros, simplement, tu vas venir discréditer une solution. Ok, tu vas prendre, ça peut être un produit ou une solution courante. Ok, par exemple, les solutions courantes, c'est tous les lisseurs pour les cheveux. Ok, tu vas parler de tous les lisseurs. Avant, j'utilisais des lisseurs bon marché, etc. Ou avant, j'utilisais le lisseur, je sais pas, une grosse marque. Je sais pas, je veux dire une bêtise. Par exemple, tu cites soit les solutions, c'est là tu vas être solution aware, c'est-à-dire tu vas citer toutes les solutions qui existent. Ok, admettons que nous, on a une nouvelle version du Coca. Ok, je crois que j'ai noté ça sur Twitter, le Coca Greeny. Ok, c'est juste l'exemple que j'ai trouvé. Soit tu discrédites toutes les autres solutions. Donc tu dis, avant, je buvais du Pepsi, avant, je buvais des sodas, du Fanta, etc. Mais maintenant, j'ai découvert Coca Greeny. Et voilà. Toi, tu rentres cette solution-là parce que là, tu vas toucher tous les gens qui sont solution aware. Ou discréditer directement le concurrent direct. Bah avant, moi, j'étais un grand fan de Coca. J'adore Coca, j'adore tout ce qu'ils ont créé et tout. Mais là, j'ai trouvé quelque chose qui fit beaucoup mieux avec moi. Il y a moins de sucre. Pour mon diabète, c'est mieux. Moi qui aime avoir des bouteilles en verre, elles ont des bouteilles en verre. Donc, c'est pour ça que je suis passé à Coca Greeny. C'est énorme. Tu vas faire ça sur une brand où il y a le TAM est énorme et même il y a énormément de personnes qui l'utilisent vraiment. Et ensuite, Exactement. Et en fait, ça fait beaucoup plus réel parce qu'en fait, c'est pas tu vas te mettre en avance. En fait, t'es impartial. T'es impartial, tu vas discréditer les deux de manière impartiale et c'est le produit qui va faire foi. Et toi, c'est ton rôle en tant que marketeur de subtilement, par rapport à ton identité et l'identité de ton avatar, de lui montrer que c'est la meilleure solution. Tu vois, c'est pas Coca, c'est nul. Coca, j'adore, j'aime bien les valeurs, c'est chaleureux, mais moi, j'ai du diabète, c'est mieux Coca Greeny. Tu vois, moi, j'aime les bouteilles en verre. Admettons Coca, tu vois, ils ont pas de bouteilles en verre. Et je préfère Coca Greeny. Tu vois ? Et ça marche beaucoup, beaucoup mieux. Donc, en fait, ça devrait être, dans la plupart des scripts que vous faites, il faudrait faire en il et pas je. Le but, c'est pas de vendre, c'est de faire une comparaison. Les gens, ils regardent les réseaux sociaux pour avoir ça rejoint aussi le fait de pourquoi les partnerships ads, ça fonctionne. Ouais, exactement. Parce qu'après, c'est pas sous le nom de la brand et les gens, ils se sentent moins qu'on est en train de vendre à eux, tu vois. Ouais, en fait, exactement. Le but, c'est... Et là, on va se tendre de plus en plus avec Andromeda, etc. Il faut pas vendre, il faut offrir de la diversité, il faut comparer, il faut leur montrer quelle est la meilleure version pour eux, il faut créer une relation. Et voilà. Il y a des brands exemples qui font ça. Il y a Comfort avec un Q. Comment ça? Les marques, ouais. là, elles vendent des mocassins ou je sais pas comment on appelle ça, des types de chaussures. Et eux, ils font énormément de comparaisons. Et ouais, il y a plein d'autres brands. Du coup, si les personnes veulent te suivre sur les réseaux, t'as une chaîne YouTube, c'est où qu'on peut rediriger? Instagram principalement. Instagram, ouais. Ok. On mettra dans la description. Avec du coup. plaisir, merci beaucoup. Et merci d'avoir été présente sur le podcast. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Sophia est présente dans le school, elle offre beaucoup de valeur dans le school. Donc, dans le mastermind aussi. Je crois que dans le mastermind aussi. Encore plus. Ouais, dans le mastermind, elle a partagé des dingueries. Donc là, je pense, au moment où vous voyez cette vidéo, le school va bientôt fermer. Donc, c'est le dernier moment pour rejoindre avant la folie du Q4. Avant la folie du Q4. On partage aussi un module Q4 en partenariat avec EMF, où c'est qu'on donne de la valeur qui n'a jamais été donnée sur les strates à ce prix-là. Ouais, donc, rien que si vous voulez réussir votre Q4, là, c'est le dernier moment pour rejoindre le school. Allez. Merci Mathéo. Merci. Thank you.